Bien, on va, si vous voulez bien, donc commencer. On était en train de se dire que 17h30, peut-être pour des RH en particulier, c'est un peu tôt, peut-être comme horaire. Il faudrait peut-être qu'on pense à mettre des conférences un peu plus tard, au risque de perdre les étudiants après, parce que 17h30, du coup, pour des étudiants, c'est déjà un peu tard dans l'après-midi. Mais bon, on reverra pour les fois suivantes. Euh, Merci beaucoup pour votre présence en cette fin de journée. Donc nous entamons ce soir donc la deuxième pause RH donc de l'année universitaire. Nous étions, c'est une semaine d'ailleurs qui est une semaine assez riche, hein, puisque nous avions cette semaine avec les étudiants de Master 2 RH une journée lundi avec la chaire éthique, notamment sur la question de l'éthique professionnelle, donc qui a rassemblé dans cette salle d'ailleurs 180 étudiants de Master de l'UCO qui ont réfléchi sur qu'est-ce que c'est finalement l'éthique, comment utiliser un peu ces questions d'éthique professionnelle pour faire face à des situations de jugement professionnel qui sont mobilisées inévitablement dans beaucoup de métiers, notamment dans des fonctions, dans des postes de responsabilité. Nous avons demain aussi une journée, toute la journée, donc avec des étudiants de Master 2 qui est consacrée à la question de l'innovation technologique en RH. Donc, et les 42 étudiants de Master RH ici présents vont plancher sur des thèmes donc dans le cadre d'une collaboration avec l'entreprise Baudet Software. Et puis, donc, nous avons ce soir cette conférence proposée sur le devenir de la fonction RH, notamment la place que le digital peut avoir. Alors, je vais revenir dans quelques instants sur la conférence et sur la présentation du conférencier. Juste quelques mots sur la chaire RH. J'ai déjà eu l'occasion de dire que cette chaire, donc, qui est née en 2016 à l'UCO, est une chaire de recherche et de formation qui est jeune, mais qu'elle s'appuie sur une expertise en RH qui est assez ancienne, puisqu'au niveau de, ça fait on pourrait dire une trentaine d'années, au niveau de l'Université catholique de l'Ouest à Angers, que nous formons des responsables RH, des consultants, des psychologues du travail, des coachs actuellement, des chargés de recrutement, etc. Donc rien qu'à la faculté de droit, économie, gestion, nous avons cette année 150 étudiants de master, doctorat et titre RNCP de niveau 2 qui sont inscrits, sans compter la centaine d'étudiants en master également et en titre RH qui sont délocalisés à Paris et à Nantes. Les objectifs de cette chaire, donc je les rappelle, sont triples. Ils rejoignent, on pourrait dire, les trois missions de l'université. Produire du savoir. Et donc là, on a en particulier donc l'accompagnement de doctorants, 1 à 2 doctorants chaque année dans la chaire qui travaillent sur des thématiques RH. Nous sortons juste d'une soutenance qui est réalisé par Monsieur Adam, qui est un doctorant qui a travaillé sur l'éthique sexuelle dans l'entreprise, analyseur du rôle stratégique des DRH. C'était une thèse qui a été faite en collaboration avec des partenaires québécois d'Université de Sherbrooke notamment. Deuxième fonction et deuxième mission de cette chaire, c'est ce qui relève de la formation, de la transmission du savoir. Et donc là, nous avons évidemment l'accueil, ça concerne nos missions de formation des jeunes notamment et des professionnels. Je rappelle quand même que le titre et le master RH sont proposés maintenant totalement en alternance, avec notamment soit des contrats de professionnalisation à Angers, soit des contrats d'apprentissage sur Paris notamment. Et puis la troisième mission de cette chaire, c'est rendre des services à la communauté environnante, notamment à travers l'organisation de journées d'études, de la tenue d'un blog RH sur LinkedIn, des conférences organisées comme ce soir avec nos partenaires. Alors justement sur ces partenaires, on a eu l'occasion de débuter cette collaboration avec l'entreprise Baudet Software, donc qui est le premier mécène de la chaire RH. Nous réalisons avec ce mécène depuis un peu plus d'un an donc 3 types d'actions: la tenue d'un blog RH, la réalisation d'un baromètre RH, peut-être, et certains d'entre vous, et même sûrement, ont été sollicités dans le cadre d'une étude que nous réalisons chaque année auprès de 20 000 DRH sur des thèmes d'actualité. Ces résultats seront communiqués lors du salon des RH qui doit se tenir en mars, porte de Versailles. Et puis, donc, nous réalisons également un travail avec des étudiants de Master 2 RH chaque année et avec des collègues de chez Baudet Software. Donc, ce sera l'objet de la journée de demain qui vous est ouverte si vous souhaitez
y assister, ce sera dans cette salle, sur la question de la digitalisation dans les métiers RH. Et donc là, les étudiants ont fait un travail à partir de thèmes proposés par Baudet Software, ont fait un travail de veille documentaire de façon à identifier un peu les problématiques liées au télétravail, liées au coffre-fort numérique, enfin des thématiques liées au RH, et où ils vont exposer ces informations, leur travail demain avec une évaluation également qui sera faite à cette occasion. Le deuxième partenaire avec lequel nous travaillons, c'est l'entreprise Scania Production. Alors, je ne sais pas si Madame Karine Dégage est ici. Voilà, donc je voulais la saluer, donc des RH de Scania Production Angers, donc qui s'est engagée également en mars 2017. Et donc nous avons avec donc Madame Dégage et l'entreprise Scania donc défini plusieurs axes de collaboration. Le premier axe, c'est l'ouverture, on pourrait dire, un petit peu des mondes professionnels à des thématiques, à des approches un peu plus recherche, ou à des conférences sur les métiers, l'évolution des métiers RH. Nous avons accueilli au mois d'octobre, vous vous en souvenez, vous étiez nombreux déjà à être présents à cette époque-là, Jean-Christophe Sibéras, le DRH du groupe Solvay et ancien président de la NDRH Senior, qui a donc planché sur le dialogue social en entreprise. Je pense que les échanges étaient, on va dire, intéressants. Le deuxième axe que nous avons engagé avec Scania Production, c'est un travail visant à rapprocher les jeunes de l'industrie. Vous savez, les métiers en tension qu'il y a notamment dans le secteur industriel. Et donc là, nous sommes en train actuellement, nous avions une réunion la semaine dernière avec Madame Dégage et puis le principal du collège Debussy à Angers pour mettre en place des actions de sensibilisation de collégiens aux métiers, de découverte des métiers industriels et de l'industrie. Et donc là, avec une opération qui va se concrétiser au mois d'avril, où des collégiens, toute une classe va venir pendant plusieurs jours suivre des cours au sein de l'entreprise Scania Production avec une découverte, une présentation des métiers par des salariés de chez Scania, de façon à essayer peut-être un peu de déconstruire des représentations que des jeunes peuvent avoir de l'industrie, qu'ils ont tendance parfois à assimiler un peu à ce monde un peu à la Zola qui correspond plus tellement à la réalité quand même, pas du tout à la réalité du travail actuel. Donc ça, c'est un travail qui s'engage, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais je voulais quand même saluer cette collaboration. D'autres partenaires sont rentrés également dans la chaire depuis, donc notamment deux entreprises nantaises, Idea Group et l'entreprise CETI, qui sont pour nous des partenaires importants, notamment par leur ancrage en région nantaise, puisque vous savez que l'UCO a décidé depuis 3 ans de faire de Nantes un campus aussi dans la région Pays de la Loire. Nous avons ouvert à Rezé un nouveau campus qui est appelé à connaître sans doute un développement important sur le site des Naudières à Rezé. Et puis nous développons également sur Nantes de nouvelles formations en gestion et en RH. Je pense notamment à la délocalisation du titre de responsable RH dans les locaux de la CCI 44, donc chez Acipio. Donc formation ouverte par apprentissage de niveau Bac plus 4. Et puis nous ouvrons également une licence en économie-gestion à la rentrée de septembre 2018 également dans ces locaux de Nantes. Donc il y a une belle dynamique qui s'est engagée ici avec cette chaire RH. Et puis je voulais vous dire aussi que s'il y a d'autres entreprises évidemment parmi vous qui sont intéressées par cette collaboration, nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer. Il y a notamment donc les collègues de la service mécénat Bruno Georges et puis Annabelle qui sont présents, qui sont là-bas, on peut vous rencontrer si vous êtes intéressé par ce type de partenariat. Alors, ce soir, donc, nous avons un thème qui est consacré, donc, qui est intitulé donc, à l'ère du digital, comment réinventer la fonction RH. Comme toutes les autres fonctions de l'entreprise, la digitalisation impacte évidemment la fonction RH. La quasi-totalité, on pourrait dire, des missions et des métiers RH sont concernés. Il est évident aussi que toutes les entreprises ne sont pas sensibles ou engagées de la même manière, car les exigences de métier, de taille, de marché sont sans doute des variables importantes. Lorsqu'on rencontre des DRH ou des professionnels
sur ces questions-là, ou des partenaires sociaux, des managers opérationnels, on pourrait dire qu'il y a souvent des interrogations sur cette évolution vers le digital. Si on voulait un petit peu schématiser, on pourrait dire deux types d'évolution, enfin deux types d'interrogations. Une interrogation qu'on pourrait qualifier peut-être de technologique, à savoir que ces professionnels que nous rencontrons notamment dans le cadre, que nous interrogeons notamment dans le cadre du baromètre, trouvent que la digitalisation se résume souvent à des discours commercialement marketés avec une pointe de jeunisme, un petit peu de génération Y, d'agilité, etc., dans des termes qui donnent l'impression qu'on souhaite vendre des applications satellites au système d'information RH. Ce faisant, donc, il pointe généralement le fait que la mise en cohérence de l'ensemble ne semble pas complètement pensée, organisée, opérationnalisée. Et ce qui semble être réduit, en tout cas dans leur critique, la perception qu'ils ont de cette offre digitale existante à des gadgets qui ne seraient pas suffisamment coordonnés à l'activité globale selon un principe un peu de cohérence. La deuxième question ou deuxième réaction qu'on pourrait qualifier de morale peut-être, ou d'interrogation à caractère moral, sont peut-être plus fondamentales, et concernent l'évolution des usages. Loin d'une frilosité face au changement, les professionnels s'interrogent parfois sur la question de savoir si, d'une part, les changements portés par le digital sont véritablement ceux attendus par les collaborateurs, et d'autre part, si les grands principes fondamentaux de la fonction RH sont garantis. Plus simplement, les injonctions d'éditeurs disant nous allons réinventer la fonction RH, sous-entendu pour vous à votre place, laissent parfois sceptiques sur la conformité face à ce que l'on attend de la fonction que sur les intentions réelles. Bon, ceci dit, les métiers RH ont manifestement évolué, certains clairement, comme le recrutement, la formation, et d'autres restent peut-être à la marge. Alors, on va donc, pour aborder cette question-là, donc écouter donc Monsieur Michel Barabel, donc, que je vais présenter juste en quelques mots. Je ne sais pas si j'avais mis quelques présentations d'ouvrages. Donc Michel Barabel est maître de conférence à l'université Paris-Est IAE Gustave Eiffel. Il est membre de l'Institut de recherche en gestion, équipe d'accueil 2354 du CNRS. Il est co-directeur du Master 2 GRH dans les multinationales à l'IAE Gustave Eiffel. Également co-responsable du Bachelor Management International et de la licence professionnelle GRH. Il est également chairman du groupe Dever, donc, pour lequel il intervient régulièrement, également auprès des directions de grands groupes, BNP, Paribas, Bouygues, Télécom, Dassault, etc. Il co-animait, ce qu'on évoquait juste avant la présentation, donc en tout cas il participe depuis plusieurs années de façon active à des commissions nationales au niveau de la NDRH, notamment tout un travail qui a été fait, tu en parleras peut-être tout à l'heure Michel, sur la question du DRH bashing et comment lutter contre le DRH bashing. Il est aussi, vous le connaissez probablement aussi à ce titre-là, donc l'auteur de beaucoup d'ouvrages en management. On a tous lu, je pense, beaucoup des ouvrages sur Manager tu as écrit avec Olivier Meyer, et puis d'autres ouvrages et articles. Et là, on a mis trois ouvrages qui sont des ouvrages récents et qui sont très en lien avec ce qui nous occupe ce soir, c'est-à-dire un ouvrage, alors je crois que c'est 2014, sur à quoi ressemblera la fonction RH demain, et puis surtout, je dirais, deux ouvrages publiés en 2017, l'un en juillet 2017, Innovation RH, c'est un collectif donc publié avec les auteurs que vous avez à l'écran, et puis un autre ouvrage collectif que Michel a coordonné et où il y a eu un rôle vraiment déterminant pour une fonction RH, donc inspirante. Donc je te laisse la parole, Michel, en te remerciant vraiment au nom des collègues et puis des étudiants qui sont ici présents pour la présentation que tu pourras faire maintenant. On s'est donné à peu près 3 quarts d'heure un petit peu de présentation, de façon à avoir le temps aussi de dérouler un peu la présentation, qui quand même couvre un champ assez vaste. Et puis on se réserve une vingtaine de minutes, 25 minutes pour les échanges, discussions en fin de présentation. Bah écoute, merci Benoît pour cet accueil. Benoît est modeste puisqu'il a contribué de manière assez remarquable pour une fonction RH inspirante, une réponse au RH bashing, en faisant l'analyse, peut-être que vous connaissez ses travaux sur les films et la représentation du DRH dans les films, avec une conclusion notable, c'est qu'il n'y a pas un seul film qui représente un DRH sympa ou une femme DRH sympa. C'est toujours
Voilà, le méchant, le harceleur, la non-éthique, la manipulatrice, l'ambitieuse et ainsi de suite. Alors que même pour les policiers, on a parfois des films comme avec le bon flic qui, malgré sa hiérarchie, arrive à aller au-delà. Alors peut-être, tu vois, tu as fait les bonnes références parce que c'est ma première ligne. Déjà vous dire que je suis ravi d'être à Angers, puisque c'est la première fois que je visite Angers. Et donc j'ai passé mon après-midi à voir votre château qui m'a beaucoup impressionné, votre tapisserie, votre cathédrale. M'arrêter pour manger des chocolats, il y a de très bonnes adresses. Il y a beaucoup de chocolat à Angers, de chocolaterie, un truc, ça m'a impressionné. Mais on n'est pas là pour ça. Effectivement, il y a 3 ans, 4 ans, allez, en 2013, on va dire, la secrétaire générale de la NDRH de l'époque m'avait demandé de travailler sur la prospective RH dans le cadre de l'université de la NDRH qui allait se tenir à Lyon. Et on a produit collectivement 50 DRH, 50 chercheurs, ce premier ouvrage qui était « À quoi ressemblera la fonction RH demain ?» Force est de constater que 3 ans après, 4 ans après, 80% de ce qu'on a dit s'est avéré faux. Et puis ce qu'on avait dit qui était vrai est déjà faux, avec la façon dont les choses inventent. Mais lors de ce travail, j'avais été marqué par l'image que la profession véhiculait et que j'ai voulu intituler le RH bashing, et on en parlera un petit peu aujourd'hui. Ça m'a amené effectivement après cette phase déceptive de me rendre compte que j'étais prof de DRH et que ça allait pas forcément m'aider à me faire des amis dans les soirées ou à rencontrer des gens qui allaient apprécier mon travail, de me poser 3 questions. Le premier, comment rebondir, d'où ce collectif Fonction RH Inspirante. La deuxième, est-ce que le digital nous permettait ou pas de rebondir ou pouvait aggraver notre position? Et là, ça rejoint tout à fait ce que tu dis, Benoît. Et la troisième, qu'il fallait qu'on se renouvelle et qu'effectivement, l'un des grands risques que j'identifiais, c'est que je trouve que la fonction RH a subi la gestion, en fait, dans les années 80-90. Elle s'est outillée, elle s'est instrumentalisée, elle s'est mise au service des managers, business partners. Et j'avais peur qu'elle subisse la technologie. En gros, qu'il y ait une domination voilà, de start-up, de patrons de solutions qui arrivent et qui rencontrent des femmes et des hommes RH méconnaissants, le big data, les statistiques, l'intelligence artificielle, et on leur explique, maintenant il faut faire ci, il faut installer telle appli, et qu'ils soient en situation d'exécutant ou de pantin du digital. C'est pour ça que j'ai créé avec plusieurs amis le collectif RH Hacker le digital, qui est tout à droite, ou comment les DRH peuvent être les pilotes. Parce que vous l'avez bien dit, finalement, c'est à lui d'agréger, c'est à lui d'y mettre de la gouvernance, des principes éthiques, c'est à lui de se poser la question de la fiabilité, de la durabilité des outils, mais à condition qu'il assume un peu son rôle de pouvoir. Et que dans cet esprit-là, on a sorti un trimestriel qui paraîtra gratuitement sur le web, qui s'appelle le MAG RH et qui cherche à chaque fois à adopter une posture du DRH, acteur, pilote, courageux, qui prend le pouvoir, entre guillemets. Et puis, je suis membre du comité de rédaction de personnel, et avec Bénédicte Ravache, on a coordonné le numéro de septembre sur les 60 ans de la NDRH, et c'était aussi intéressant. Je vous dis tout ça parce que ça va faire le fil après de la présentation. Ça m'a permis de remonter sur les premiers numéros de la revue personnelle en 1957, de les regarder, de voir de ce qu'on disait de la fonction RH, de me rendre compte qu'on était quand même une fonction très cyclique, que les modes revenaient, puisqu'en 1957, en juillet, on parlait déjà de l'impact de la robotisation sur la destruction d'emplois en France. Alors par contre, on oublie pendant 20 ans des sujets, puis on les relook, on transforme le nom, et puis on est reparti pour un tour, et que cette fonction RH avait un défaut, qui était un peu ce côté un peu victime de la mode. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est quand même une vision de la fonction RH du grand groupe, de la multinationale, et pas de la fonction RH de l'ETI, de la PME, des territoires, d'où l'intérêt d'avoir des débats et des questions aujourd'hui. Donc ne le prenez pas pour une image de toute la profession, parce que ce qui caractérise le 21e siècle, c'est justement qu'il y a autant de fonctions RH que de secteurs, que de taille d'entreprise, que de culture. Mais malgré tout, vous verrez, et vous pourrez regarder l'étude APEC qui est sortie en novembre, qu'on a 60% des DRH qui sont en poste à Paris ou en région parisienne, et qu'on en a 60 qui exercent dans des grands groupes. Donc cette critique, après, elle est déclinée et elle rebondit sur l'ensemble des RH, même de structures plus petites. Alors, 5 points. Le premier, je pense que c'est quand même important de se mettre d'accord sur notre environnement et qu'est-ce qui le caractérise aujourd'hui, avec un focus sur le digital, puisque c'était la demande. Ce sera peut-être un temps long.
Mais au moins, vous pourrez partager ma vision d'eux. Hein. Je ne dis pas d'ailleurs que c'est la vérité, mais c'est ma vision de ce qui caractérise le monde d'aujourd'hui. Et puis après, on basculera assez rapidement sur qu'est-ce que ça change pour les organisations et les individus. Et puis on finira, du coup, la fonction RH dans tout ça. Et je vous présenterai 5 axes de réinvention pour moi, mais sachant qu'il y en a une vingtaine ou une trentaine. Hein, donc c'est un choix. Alors ce nouvel environnement, c'est le bordel. Hein, on est d'accord, vous voyez ça, c'est un encastrement de facteurs environnementaux, sociaux, démographiques dans lequel le digital, ça c'est les travaux de l'ONU et du World Economic Forum, n'est incarné que par ça. Mais ce contexte global, c'est quand même un complexe de complexité et plutôt un complexe négatif. Changement climatique, urbanisation, augmentation des disparités de revenus, effondrement de l'État, échec de la gouvernance nationale, échec de l'aménagement urbain, faiblesse de la gouvernance internationale, augmentation des maladies chroniques. Je n'étais pas venu pour vous déprimer, mais c'était quand même pour vous dire que quand on parle de digital, on ne parle que d'une des évolutions profondes qui est en train de connaître notre société. L'urbanisation est impressionnant, l'allongement de la durée de vie qui fait coexister 5 générations et qui transforme même le rapport aux enfants et à la transmission et les systèmes de retraite est tout aussi important, et le climat, n'en parlons même pas. Alors pourquoi finalement ce petit machin-là, qu'on appelle le digital, qui est un facteur d'évolution de notre monde parmi plein d'autres, est celui dont on parle le plus, qui effraie le plus et qui finalement fait le buzz? Le premier, c'est un peu la faute à ce qu'on appelle la loi de Moore, que vous connaissez peut-être, qui est un truc qui s'est révélé pour l'instant vrai. C'est rare, une loi dans le monde moderne qui est vraie depuis 1957. Et qui nous dit la chose suivante: tous les 2 ans, on multiplie par 2 la capacité de diffusion d'une information, on réduit de 50% la taille de stockage d'une information, et on multiplie par 2 la capacité de traitement d'une information. Ce qui fait que, en gros, tous les 2 ans, pour télécharger un film, ça vous prend 2 minutes, ça n'en prendra qu'une. Si ça se stocke sur 1 centimètre, ça se stockera sur un demi-centimètre. Et si ça met 3 secondes pour être analysé, ça se fera sur 1 seconde et demie. Et ce train-là, on le vit depuis les années 50. Ce qui fait que si on prend la métaphore de la loi de Moore et qu'on l'applique à plein d'autres facteurs, par exemple le prix d'un très bel hôtel particulier à Paris dans le 7e arrondissement, s'il avait suivi la loi de Moore, on pourrait l'acheter aujourd'hui avec un bonbon, si le prix de l'immobilier avait suivi la loi de Moore. Le plus grand gratte-ciel du monde ferait 35 fois l'Everest. Vous voyez qu'on n'en est pas du tout là, même si les immeubles ont tendance à augmenter, hein, un peu le truc. Et on pourrait conduire une voiture en faisant son plein une fois. C'est un exemple parmi d'autres. Donc si on parle du facteur digital, c'est qu'il avance à la vitesse d'une fusée Ariane, alors que dans le même temps, les autres facteurs environnementaux avancent à la vitesse d'une Fiat 500 ou d'un homme marchand. Donc, premier point important. Par contre, ce qui est préoccupant et ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que du coup, ça modifie la relation au temps. Ce n'est pas parce que ça a pris 10 ans pour en arriver là que ça prendra 10 ans pour faire exactement le même chemin, puisque la loi de Moore va accélérer la rapidité de diffusion de l'information. Il y a une deuxième loi fondamentale liée au digital, qui est la loi de Metcalfe, puisque on voit disparaître les boutiques, la vente en direct, on digitalise, on numérise, on dématérialise la transaction. C'est le cas aussi des réseaux sociaux. Et cette loi dit que dans le monde physique, quand on acquiert un client, on n'acquiert qu'un client. Dans le monde digital, quand vous allez faire l'acquisition d'un client, en fait, vous faites en partie l'acquisition de ses amis. Et donc, vous avez une capacité à avoir un portefeuille de clientèle beaucoup plus rapide que par le passé. Ce qui mettait, par exemple, 50 ans dans le monde physique ne peut prendre que 5 ans dans le monde virtuel avec l'effet des multiplications des réseaux. Ça a deux conséquences, cette loi de Moore et cette loi de Metcalfe. C'est que les barrières à l'entrée sont plus faibles, même quand les entreprises sont connues, ont un gros chiffre d'affaires, ont une puissance. Ces barrières à l'entrée sont beaucoup plus fragiles dans le monde digital, et c'est la même chose pour l'individu par rapport à son stock de compétences et à son employabilité. Pour vous donner une illustration, puisque j'ai quelques amis quand même chez LinkedIn, ça c'est mon réseau social en 2006. D'ailleurs, je pense qu'il ressemble à peu près à mon réseau physique. J'ai quelques amis de la fac, j'ai des amis que j'ai rencontrés au boulot, certains dans un club et ainsi de suite. Ça, c'est mon réseau aujourd'hui. C'est flippant d'ailleurs.
Alors, c'est pas des vrais amis, hein, vous en doutez bien. Il y a plein de gens que je connais même pas dans ce réseau-là. Mais ça montre quand même que on est dans un effet de démultiplication et que d'une certaine manière, cette loi de Metcalfe, vous voyez l'application que ça peut en être. Imaginez que c'est la même chose pour Amazon. C'était la base clientèle d'Amazon. Ça, c'est la base clientèle d'Amazon aujourd'hui. D'où le fait que c'est le premier commerçant du monde et qu'il réussit même à faire trembler Walmart, Carrefour et d'autres. Donc tout s'accélère. Imaginez-vous bien, il y a un siècle et demi, il a fallu 75 ans pour que 100 millions d'individus sur la Terre aient le téléphone. Aujourd'hui, c'est horrible parce que c'est une techno qui n'a aucun intérêt, mais qui peut être sympa. En un mois, Pokémon Go a eu 100 millions d'utilisateurs. Donc on voit bien que les diffusions des technologies sont quand même extrêmement rapides. Alors, à contrario, dans les App Store de Apple ou de Samsung, il y a tellement d'applis qu'il y en a certaines qui ne seront jamais téléchargées et certaines sont téléchargées et jamais utilisées. Et il n'y a que 0,1% des applis qui sont rentables et qui arrivent à faire ça. Mais malgré tout, on peut diffuser une technologie à la vitesse. On peut avoir 100 millions de clients en un mois. Dans le monde physique, c'est totalement inimaginable. Alors on est bientôt 8 milliards. Hein. À l'époque, ils étaient moins d'1 milliard, bien sûr. Ce qui fait qu'on est en train de vivre quand même une révolution, et moi je pense que c'est une révolution, c'est pas de la mode, c'est pas du buzz, etc., qui fait qu'on était dans un rythme assez lent de l'évolution, de la connaissance, des informations, voilà, qui est le train bleu, et puis qu'à un moment, en 2014 pour être précis, donc c'est dingue, vous avez vécu une révolution sans même vous en rendre compte, on a changé la façon dont les changements pouvaient se diffuser. On est passé, alors c'est caricatural, mais on est passé sur un mode beaucoup plus vertical de transformation. La faute à l'informatique, mais quand on dit informatique, on y reviendra après, c'est ce qui s'est passé en 2014, c'est qu'on a enfin pu tout transformer en langage informatique de type 0,1. Une image, une vidéo, un son, notre code ADN, du texte. Et ça, on ne savait pas faire. Et à partir du moment où on arrive à tout transformer en langage informatique, on fait exploser le nombre de données. Il y a plein de données qui n'ont pas de valeur. Et à partir du moment où on arrive à tout interfacer, ce n'est pas une technologie qui nous arrive, c'est une famille de technologies qu'on va voir ensemble. Et c'est ça qui change potentiellement notre monde de demain. La première, vous la connaissez, c'est le cloud. Voilà, les DRH le savent. Avant, on achetait une licence, on l'installait sur un ordinateur. Aujourd'hui, on est en mode SaaS. On peut bosser chez soi, dans le train. Bon, facile, il n'y a même pas besoin d'insister. Tout le monde comprend ce concept-là. Le deuxième, c'est le big data dont on vient de parler, deuxième technologie. Sachez quand même qu'en 2 ans, on a produit 90% de la data disponible dans le monde depuis le début de l'histoire de l'humanité. Vous prenez moins 5000 à 2015, ça ne représente que 10% des données qu'on a aujourd'hui. Alors, dans les données, on a le selfie de Rihanna. Donc on a plein de données absurdes. Mais en même temps, les statisticiens vous diront que même quand les données sont bêtes, quand on en a des milliards de milliards, on arrive à les faire parler et à dire des choses intelligentes. C'est ce qu'on appelle le big data, une explosion des données, mais parce qu'on arrive à les traiter sous forme 0,1 et des outils, des techniques statistiques qui arrivent à les traiter et à les analyser. C'est pas récent. Vous voyez, Galilée, il y a plus de 500 ans, nous disait l'univers est un livre écrit dans un langage mathématique et ses caractères sont des triangles. Donc depuis toujours, les savants ont analysé notre environnement comme potentiellement transformable en algorithme. Mais tout, aujourd'hui, se processe en data, et même les relations sociales, et même votre taux d'engagement, et même tout un ensemble d'indicateurs. Donc on arrive à faire des corrélations entre des facteurs, parfois des corrélations idiotes, du type quand il pleut, il y a plus que, simplement qu'il y a une coïncidence de ces deux événements, mais pas forcément que l'un explique l'autre. Les données fonctionnent comme ça, elles disent, je vais regarder qu'à chaque fois que A et B se produit, et je vais en déduire que s'il y a A, la probabilité qu'il y ait B est forte, et pas que A implique B. Je ne ferai pas plus de maths, je sais que les RH ne sont pas forcément fans de maths, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que la data est devenue le nouvel or noir. C'est plus les idées, c'est plus le pétrole aujourd'hui, ce qui permet à Google, à Amazon, mais aussi à des grands groupes, à Netflix ou d'autres, de prendre le leadership, c'est parce qu'ils savent mieux recueillir de la data, l'analyser, l'interpréter pour prendre des décisions. L'avantage concurrentiel vient de la data.
Je vous donne un exemple d'appli qui a eu le prix NetExplo. Vous connaissez sans doute NetExplo qui fait le tour du monde pour trouver toutes les startups innovantes, pour illustrer ce que fait la data. Et on pourrait éventuellement après critiquer et polémiquer. C'est le cas de RTMDX. Grâce à la data, ils prédisent le risque d'occurrence de meurtre ou d'incident. Comme on l'a dit tout à l'heure, on analyse, et donc la police, par exemple, l'utilise maintenant à Chicago et dans d'autres villes pour plutôt stationner les voitures de police plutôt dans les zones rouges que dans les zones bleues, en sachant que la probabilité qu'un incident arrive a plus de chances d'y arriver deux. C'est pas de la science-fiction, c'est pas une série, c'est pas Blade Runner, c'est pas Real Human, c'est utilisé par la police de Chicago, et ça ne part que du big data. On a une troisième techno, donc le cloud, le big data, qui est l'Internet des objets, qui fait qu'on, comme c'est grâce à l'avènement de plus en plus petits les capteurs, qu'on a les moyens de transmettre l'information, on est en train d'avoir des capteurs partout. Pas encore dans notre corps, pas encore dans nos vêtements, pas encore dans nos lunettes, mais ça ne saurait tarder. Et en tout cas, déjà dans nos ordi, nos téléphones, nos passes Navigo et ainsi de suite. Tout ça, c'est l'Internet des objets qui se parlent entre eux, qui communiquent, qui récoltent de la data. Et ce qui va se passer dans les années à venir, c'est que grâce à l'Internet des objets, on va avoir 44 fois plus de data qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on renouvellera les datas du monde tous les 3 mois. C'est effrayant d'ailleurs. Vous imaginez, tous les 3 mois, on aura autant de données qu'avant. Donc qui peut encore être un expert? Qui peut encore analyser une information? C'est le cas de ce magasin, de cette chaîne américaine, qui a des internets d'objets devant les télés, qui vous regarde et qui dit « Ah tiens, c'est une femme, ah tiens, elle est jeune, ah tiens, elle a une couleur de cheveux rouge » et qui du coup change la chaîne pour vous mettre sur MTV, pour vous donner envie de regarder ce qui s'y passe. C'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui. Quatrième technologie, l'imprimante 3D, qui permet effectivement et qui va révolutionner l'industrie. Et c'est pas le seul, parce qu'il y aura aussi de l'Internet des objets, du big data et tout un ensemble dans les usines du futur 4.0. Mais cette Internet 3D, elle permet par exemple à Puma de ne plus fabriquer ses chaussures en Chine, mais de les refabriquer en Allemagne. Elle permettra aussi demain à n'importe qui d'avoir sa petite usine et de fabriquer éventuellement et de façonner un certain nombre de produits, de faire de la petite série. Et elle repose la question des délocalisations. Par exemple, la Chine s'apprête à ne plus être l'usine du futur, mais le cloud du futur, c'est-à-dire celle qui héberge les datas du monde. C'est le plan stratégique du Premier ministre chinois. C'est-à-dire l'industrie, c'est foutu pour nous dans 10 ans, mais on peut être la plus grande usine de collecte et de sécurisation des données du monde, pour vous montrer que les choses vont vite. Bien sûr, on a la robotisation. On voit que ça, c'est une usine, une vraie. On voit que dans certaines usines, il y a un homme en haut, là, vous le voyez, il est là. Oh, pardon. Il est ici, là, voilà. C'est Raoul. Et puis tout le reste se processe avec des machines. Alors il faut quand même les programmer, il y a de la maintenance, il faut suivre, il faut l'arrêter quand ça ne fonctionne pas, mais on voit bien qu'on a une robotisation des chaînes de production de plus en plus importante. Alors la France est un peu en retard sur les robots, mais l'Allemagne par exemple, a un taux de robots 6 fois supérieur au nôtre. On parle beaucoup cette année, 6e technologie, de l'intelligence artificielle et du machine learning, qui est une technique qui permet finalement à la machine d'apprendre par elle-même sans avoir besoin de bénéficier de l'apport d'un programmeur humain. Je voulais à la fois vous rassurer, vous rassurer pour vous dire qu'on est dans aujourd'hui ce qu'on appelle une intelligence artificielle forte. D'ailleurs, on ne devrait pas l'appeler l'intelligence, on devrait l'appeler la bêtise artificielle forte, parce que, en gros, ce que fait cette intelligence artificielle, c'est qu'elle a été programmée pour suivre un algorithme mathématique, elle collecte de la donnée, elle interprète, elle n'a pas de sentiment, elle n'a pas de raison, elle n'a pas d'intuition, elle ne fait simplement ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. Et selon les experts, ça va durer jusqu'en 2035, 45, 55, voire 60, voire on n'aura jamais autre chose. Donc quand on parle de combat entre l'homme et la machine, on parle de combat entre une machine qui a été programmée par l'homme, mais qui a une rapidité de traitement de l'information et des milliards d'informations pour faire mieux que nous. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, c'est qu'on la dote d'émotions, de sentiments, elle prend conscience qu'elle existe, elle prend conscience qu'elle nous est supérieure, et arrive à un moment où elle nous dépasse. Aujourd'hui, à date, il y a 50% des chercheurs en AI qui disent que ça n'arrivera pas, et 50% des chercheurs qui
Est-ce que ça arrivera entre 2035 et 2050? Mais ce qui nous occupe, nous, DRH, pour les 15 prochaines années, c'est la transformation du monde du travail dans une intelligence artificielle faible qui peut, quand même, par exemple, remplacer les traducteurs. Ça, c'est le pilote, c'est une petite oreille. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont des complexes de langue, pour tous ceux qui stressent sur le TOEIC, malheureusement, il faudra encore le passer. Mais cette techno vous permet d'aller n'importe où dans le monde, et quand quelqu'un vous parle en chinois, vous l'entendez en français avec le niveau de Google Translate. Mais c'est déjà parfois nettement mieux que votre niveau en chinois, en turc, on est d'accord. Et déjà, dans les écoles de traduction, on s'interroge sur le nombre de traducteurs et le fait éventuellement que ce métier pourrait être totalement remplacé ou en partie remplacé par les machines. Peut-être pas en disparition complète, parce que moi je suis très proche finalement du rapport de France Stratégie et de McKinsey, c'est-à-dire les rapports optimistes qui identifient une suppression d'emplois entre 5 et 10%, contrairement à MIT qui le cible à 50% d'emplois détruits à 15 ans, à cause de l'intelligence artificielle. Par contre, je fais partie aussi de ceux qui pensent que tous les emplois auront une partie de leur activité et de mission qui pourra être prise en charge par une machine, et selon les emplois, de 0 à 60%, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on récupère? Et c'est l'un des débats que j'ai pour la fonction RH. Il y a aussi les plateformes. Les plateformes, vous en connaissez plein, les Airbnb, les Uber, les Blablacar, ainsi de suite, qui finalement remplacent un intermédiaire tradi par une plateforme informatique qui met en relation un acheteur et un fournisseur. Ça fait déjà 7 technos. Hein. Je vous rappelle qu'à l'heure de la seconde révolution industrielle, les gens se sont pris l'électricité, le pétrole, point. Et puis celle d'avant, c'était une innovation majeure. Et là, c'est toutes celles-là qui arrivent ensemble et qu'on appelle la révolution numérique. Avec des acteurs qui sont en train d'apparaître. L'idée n'est plus de parler des GAFA, les BATX, qui sont les GAFA chinois, font déjà plus de capitalisation boursière que Google plus Amazon, par exemple. La réalité virtuelle et augmentée, il y a déjà plein d'applications en RH, notamment dans les dispositifs de formation. Par exemple, chez Air France, ils ne font plus de formation à la sécurité dans des avions qui devaient immobiliser dans leur CFA avec des incendies qui étaient simulés. Ils mettent les gars avec des masques de réalité virtuelle dans un avion avec un masque, et puis ils simulent. Et ça, les salariés d'Air France le font de n'importe où avec un coût plus faible qu'eux. Et puis la blockchain, dont on parlera peu, mais qui pose beaucoup de problèmes à plein de secteurs, puisqu'en gros, c'est un moyen informatisé de garantir une transaction entre des tiers, et qui donc potentiellement peut remplacer une banque, une assurance, mais aussi une entreprise. Parce que là, ce que je vous présente, c'est Blackfield, c'est-à-dire une entreprise dont le manager est une blockchain. Il y a un projet qui arrive, la blockchain analyse les compétences des gens qui sont dans le projet, répartit les rôles, et à la fin du process, en fonction des contributions, c'est elle qui rétribue en fonction de votre contribution au projet. L'engagement de ces technos est toujours de dire « nous sommes plus justes et équitables que les êtres humains ». Donc 2 défis, soit c'est mensonger, bon ça c'est facile, soit au contraire c'est en partie vrai, et soit l'homme arrive à améliorer la qualité de service ou la qualité d'équité qu'il peut proposer, soit il peut être éventuellement challengé par ces organisations et ces technos. Allez, pour finir, on se fait plaisir, le grand délire. Les NBIC, comme nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives, quand je vous disais tout à l'heure que tout peut être processé en programme informatique, c'est qu'on, pour la première fois dans notre histoire, on fait communiquer des sciences qui ne se parlaient pas entre elles, l'informatique, le nano, le monde du tout petit, la santé, et puis les sciences cognitives, d'où, peut-être, pour certains, dans la Silicon Valley, le sentiment que nous sommes un programme ADN et que donc on peut résoudre la mort. Ben, il suffit juste d'améliorer le programme. Pour d'autres, comme notre ami Elon Musk, qui fait déjà beaucoup de mal à Ariane Espace et à d'autres, on peut augmenter l'homme. Ben oui, si c'est un programme informatique, il n'y a pas de souci à lui mettre une puce qui décoincerait son cerveau et lui permettrait de faire du tri de données comme une machine. D'ailleurs, pour Elon Musk, qui pourtant est un optimiste, il faut le faire, sinon l'homme se fera dépasser par la machine.
Donc on rigole là, hein. Vous êtes à Angers, on est bien, il y a la tapisserie qui est là depuis 500 ans, même si la vie de la tapisserie est quand même incroyable, hein, les péripéties, mais enfin bref. Et peut-être que dans 20 ans, quand on reviendra, on aura un débat, faut-il ou pas s'implanter une puce dans le cerveau pour être augmenté? Peut-on recruter un salarié augmenté? Est-ce discriminant de refuser un salarié qui s'est augmenté avec une puce? Comment garantir l'équité entre salariés augmentés? Est-ce c'est lui ou sa puce? Bon. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme, et ça mériterait une autre conférence. Alors qu'est-ce que ça change? C'est bien, on est dans les temps. Ça change quand même pas mal de choses pour les organisations et les individus. Par contre, Benoît avait raison. Le rythme où ça vous arrivez chez vous n'est pas le même selon le secteur, selon la taille, selon la nature de la concurrence, selon tout un ensemble de choses. Mais ça va arriver pour tout le monde, mécaniquement. Sauf si, oui, il y a un grand bug informatique qui détruit Internet, sauf si il y a des problèmes d'électricité qui font que les machines ne peuvent plus, sauf si. Donc on ne peut jamais prédire. Mais là, pour l'instant, ça va arriver. Ça a quand même un impact en termes de nouveaux concurrents. Ça semble évident pour vous tous. Ça a un impact en termes de business d'affaires. Parce que finalement, des gens comme LinkedIn, par exemple, leur business, c'est quand même 80% de services gratuits. Et puis, ils se payent sur, comme c'est gratuit, les gens y vont, laissent de la data, donc ils peuvent vendre la data à d'autres. Donc, c'est intérêt de gratuit, parce que plus il y a de gens, plus il y a de data, plus la data vaut cher. Et puis qui à chaque fois font un service gratuit minimum et qui espèrent qu'il y ait 10% de leurs clients qui fassent du premium parce qu'ils veulent recruter, parce qu'ils veulent pouvoir avoir d'autres services, parce qu'ils veulent apparaître en premier. Et leur business, c'est finalement du gratuit revendu en publicité et data plus du premium. C'est des nouveaux business. Des nouveaux procédés industriels, on l'a bien vu avec l'imprimante 3D, l'automatisation, etc. De nouveaux outils. On parlera, si vous voulez, après des SIRH, des applis, des startups. Des nouvelles organisations. On voit que là, ça gamberge dans tous les coins, entreprises libérées, holacratie, écosystème, des nouveaux métiers, des métiers qui disparaissent, et bien sûr des nouvelles compétences. Donc tout change. Même si rien ne change d'une certaine manière, parce que l'être humain a un rythme de changement d'une lenteur remarquable. Donc ce monde technologique évolue à la vitesse grand V, mais lui, finalement, il reste lui-même, il a toujours les mêmes problèmes qu'il y a 50 ans, il a toujours la même difficulté à changer. Et donc, ce n'est pas parce que les outils sont là qu'ils sont adaptés et que les individus se les approprient. Et que c'est durable aussi. Exemple, Pokémon Go a perdu 80 clients les 3 mois suivants. Donc, 1 mois pour en avoir 100 et puis 3 mois pour en perdre 80. Par contre, moi, je ne suis pas fan du concept de génération, les Z, les X, les Y, etc. Mais par contre, je suis assez fan d'une notion que chaque époque a sa culture dominante d'ailleurs, hein, puisqu'il y a plein de cultures qui coexistent. Donc on peut l'appeler culture Y ou culture du début du XXe siècle, appelez-la comme elle veut, mais j'avais identifié dans un bouquin encore avant avec des collègues qui avaient finalement 10 traits caractéristiques et symboliques de notre époque. Le premier, c'est qu'on est, à part ceux qui sont vraiment anti, qui vont vivre dans des zones blanches, par exemple aux États-Unis. Ça m'a fait rigoler, lundi quand Macron a dit plus de zones blanches en France, le mec qui veut pas. Le mec qui a peur des ondes, le mec qui a des maladies. Parce qu'aux États-Unis, il y a une obligation de l'État de garantir que 10% du territoire reste en zone blanche pour les gens qui ne veulent pas être exposés aux ondes. Mais enfin, je fais trop de hors-sujet, arrête-moi Benoît. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que pour la plupart d'entre nous, on devient technophile, gadgetophile. Ça a de l'attrait finalement, ces petits joujoux. Regardez-vous. Hein. Vous en avez 1, 2, 3, il y a un nouveau modèle qui sort, ça vous intéresse, il y a une nouvelle appli, ça peut vous intéresser, ainsi de suite. Donc on a un attrait pour le digital et pour certains, le virtuel équivaut au réel ou en partie. Mais on est tous quand même hyper connectés, moi le premier. Deuxièmement, ça change le rapport au temps. D'ailleurs, on est vachement plus impatient qu'avant. Moi, je ne peux plus faire une queue, par exemple, pratiquement. Je commence à trépigner au bout d'une minute, ça m'est insupportable. Je me souviens quand j'étais petit que pour acheter une place d'un concert, j'ai pu attendre 6 heures devant le magasin en se relayant toute la nuit pour l'avoir à sa place. Je ne pourrais plus faire ça. Parce qu'on devient tous impatients. D'ailleurs, on devient tous aussi distraits. On a besoin. C'est une drogue en fait, ces petites informations qui tombent régulièrement. On a envie de savoir si le monde a changé, si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Donc on est à la fois zappeur, mais aussi on a une forme aussi d'agilité. Il y a une époque où on disait les hommes ne sont pas multitâches.
ne peuvent pas faire deux choses en même temps, mais aujourd'hui, petit à petit, grâce aux technologies, les hommes arrivent à avoir leur smartphone d'un côté, leur autre smartphone de l'autre côté, et ils arrivent à gérer les deux en même temps, par exemple. Mais en tout cas, les choses vont plus vite, l'urgence est plus rapide, notre rapport au temps s'est accéléré. On est beaucoup plus dans un temps rapide qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 4 ans. On a aussi un autre rapport à l'espace grâce au nomadisme, grâce à l'accélération des transports. Et encore, Elon Musk nous prévoit aussi des transports qui font Paris-New York sous la mer en 1 heure, en attendant la télétransportation. Puisque si on a code informatique, il suffit juste de... On verra. Il y a certains auteurs en prospective qui nous disent que tout ce qui a été dans une série fiction se réalise. D'ailleurs, Retour sur le futur, ils ont tout réalisé aujourd'hui, sauf la télétransportation. Et tout le reste, le skate qui vole, les chaussures qui se lacent elles-mêmes, toutes les technologies qui y étaient aujourd'hui existent. Donc généralement, ce qui a pu être pensé par l'homme peut se produire. J'espère pas Alien entre nous, mais on verra. On a aussi un autre rapport à l'autorité. Finalement, on est tous en train de devenir un peu insolents. On aime moins la police, on aime moins le chef, on refuse les ordres. Pourquoi il me parle comme ça ? On respecte moins le statut, la ligne hiérarchique. Ce rapport à l'autorité est très perturbant. Et aux institutions de manière générale. On a aussi un autre rapport au travail, même si la France est le pays, je ne sais pas si vous avez vu cette étude qui est sortie cette semaine, dans lequel le travail est le plus important. Nous sommes le pays du monde pour lequel travailler, ou son travail est le plus important. Plus qu'en Russie, plus qu'aux États-Unis, plus qu'en Inde, plus qu'en Allemagne et plus qu'ailleurs. C'est notre paradoxe, on est une société totalement paradoxale. Le premier pays anticapitaliste, mais aussi celui où le travail a le plus d'importance. Mais monte quand même cette question de sens, ne pas se tuer au travail, à quoi ça sert, pourquoi travailler, les alternatives au travail, construire son travail, être entrepreneur, ainsi de suite. Et puis en accélérant un petit peu, on est aussi dans un monde moins objectif. Vous entendez tous les débats sur les fake news, plus émotionnels finalement, plus émotif. Une autre étude sociologique de l'Ipsos sur 30 000 Français disait que on refusait moins les moqueries, par exemple, qu'à une certaine époque. On n'avait plus le même humour non plus, avec les problématiques sur les hominines. Tout ça est parce qu'on est rentré dans l'ère du subjectif. Un rapport à l'institution et au code moins fort, on est moins fidèle aux entreprises, par exemple, mais les entreprises aussi. Un autre rapport aussi à la connaissance. Je ne sais pas si les étudiants du Master 2 ici présents se disent pourquoi je suis ici, puisque on vient de me dire que tous les 3 mois, la connaissance allait se renouveler. Donc pourquoi apprendre ? Pourquoi retenir même, si tout est disponible sur le web ? Et on en parlera si vous voulez, j'ai des réponses à ça, si ça sert quand même à quelque chose. Et pour finir, on a un autre rapport au groupe. On est à la fois hyper individualiste, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Tocqueville avait un peu raison là-dessus, mais en même temps, on se rattache à des tribus et à un rapport au collectif qui est très différent par le passé. On parle de seul ensemble. Moi, mais ensemble. Et puis, pour finir, on a un autre rapport à l'apprentissage. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on est rentré dans une autre ère et que ça s'était accéléré, c'est que la loi de Moore s'applique, par exemple, aux entreprises présentes dans le top 500 fortunes aux États-Unis. Vous voyez, au début, là, 1955-95, il y avait en moyenne 2 à 3 entrées et sorties par an. En 20 ans, 65% des boîtes qui étaient dans le top 500 n'y sont plus. Donc on voit bien que les barrières à l'entrée font des dégâts et qu'il y a de nouveaux acteurs qui arrivent, beaucoup plus qu'avant. La puissance, la taille n'est plus une garantie de préservation. Et c'est un peu moins vrai pour le CAC 40, mais ça commence aussi à se faire ressentir. D'autres éléments intéressants, ce qu'on constate, et là c'est depuis 1960, c'est que toutes les tâches manuelles simples sont en forte régression, mais aussi les tâches cognitives simples. Ce n'est pas que pour les ouvriers, ça concerne aussi les cadres et les professions intellectuelles. Même si c'est intellectuel, à partir du moment où c'est simple, les jobs sont en train, petit à petit, de les faire disparaître. À l'inverse, les compétences qui progressent le plus, c'est les compétences d'interaction complexes, c'est-à-dire les compétences humaines, mais complexes. On y reviendra après. Mais aussi les compétences analytiques complexes. Par exemple, un data analyst très à l'aise dans une gestion d'une équipe interculturelle nécessitant un certain nombre de compétences humaines. Ferait partie des jobs qui seraient préservés par rapport à d'autres.
On y revient tout de suite. À gauche, vous les connaissez peut-être, c'est la cartographie que l'OCDE a fait pour les compétences du 21e siècle. Ça s'applique aux étudiants, mais ça s'applique à tout. Il y a une vingtaine de compétences. Mais il y en a surtout 5 centrales qui sont des garanties à l'employabilité pour le monde d'aujourd'hui. Vous allez voir, elles ne sont pas RH, mais elles sont humaines. C'est la pensée critique, la capacité de prendre du recul, de savoir. Le deuxième, c'est la créativité. La troisième, c'est la capacité à collaborer. La quatrième, c'est la capacité à communiquer. Et la dernière, c'est la pensée systémique, la capacité à analyser un point de vue de différentes, par exemple, transdisciplinaires ou de différents points de vue avant de prendre une décision. Et bien sûr qu'à côté de ça, il y a le leadership, l'adaptabilité, la curiosité et aussi des compétences en chiffres, en data et en mathématiques. C'est d'une certaine manière les compétences qu'auraient données Socrate ou les Grecs à l'Antiquité. Qu'est-ce que quelqu'un qui est capable d'appréhender le monde? Il a une pensée personnelle et critique, transdisciplinaire. Il est curieux, il sait collaborer avec les autres individus et il sait communiquer. C'est impressionnant. En fait, on n'est pas en train de faire émerger un nouveau monde. C'est comme si on effaçait la révolution industrielle et qu'on rebasculait à la Renaissance ou à l'Antiquité. La grande entreprise n'existait pas à la Renaissance. Ça n'existait pas, la multinationale grand groupe. Il y avait quelques artisans très doués, comme les Gobelins, où là, c'était une maîtrise, mais hyper pointue. Mais il y avait plein de slashers, de petites entités, de proto-industries, ainsi de suite. Et l'enseignement était très tourné sur la philosophie, la connaissance de soi, l'éthique et les principes moraux. C'est étonnant, d'ailleurs, ça. Et si le XXIe siècle nous ramenait, finalement, aux humanités, aux sciences humaines, contrairement au message qui laisse penser qu'elles sont technophiles. Il y a un autre point là-dessus qui est important, c'est que ça entraîne quand même un basculement, puisque à cause de la loi de Moore, les compétences techniques ont une durée de vie très courte maintenant. Donc l'une des compétences fondamentales de l'individu, c'est sa capacité à apprendre et à renoncer à ce qu'il sait pour apprendre de nouvelles choses, alors que dans le même temps, ces compétences humaines, la capacité à communiquer, à coopérer, ainsi de suite, elles ont une durée de vie de toute une vie. Et donc il y a un basculement chez les entreprises, chez les recruteurs dans la société, où les soft skills, où les compétences comportementales sont en train de prendre leur revanche sur les hard skills, les compétences techniques. Sous-entendu, les hard skills, c'est le minimum, mais ce n'est plus une condition suffisante. Nous, ce qu'on veut, c'est des compétences comportementales pour qu'ils fassent carrière, pour qu'ils soient entrepreneurs, pour qu'ils soient toujours up-to-date dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors que dans les années 80, ce qui comptait, c'était les compétences techniques fortes, le diplôme, du savoir ancré et théorique. Donc c'est aussi la revanche des compétences comportementales. Sans doute aussi parce que l'intelligence artificielle va d'abord attaquer les compétences techniques. De l'algorithme, du process, la capacité à traiter de l'information, ça attaque d'abord les compétences techniques. Donc ceux qui veulent être en interface à la machine et préserver leur emploi seront ceux qui auront justement des compétences humaines. C'est pour ça que contrairement à Laurent Alexandre, je pense qu'ils disent de gros bêtises là-dessus, il dit seuls les individus qui ont un QI supérieur à 150 survivront. Je pense qu'il a entièrement tort de dire ça, parce que le QI, c'est une intelligence mathématique et logique, et même à 150, l'intelligence artificielle nous dépassera très rapidement par sa capacité de process. En revanche, sur la compétence, l'intelligence émotionnelle, surtout l'intelligence relationnelle, l'esprit critique, là, la machine en est très très loin et il y a match. Il ne faudrait pas se tromper. Par exemple, je fais partie des gens qui considèrent qu'il ne faut pas apprendre aux gamins à coder à l'école maternelle. Parce que les travaux nous indiquent que le code sera fait par des machines à 100% dans 5 ans, et ça, c'est sûr. Ou alors on le fait, pas pour leur vendre un rêve. Si vous savez coder, vous aurez du boulot, mais pour qu'ils apprennent à coopérer avec des machines. Mais en sachant qu'ils ne feront pas. Ils font du code pour apprendre à coopérer et pas pour devenir codeur. Codeur, premier métier détruit par l'intelligence artificielle. Là, je peux mettre un billet de 50 € là-dessus, si vous voulez. À la fin, si vous voulez qu'on parie. Alors, c'est vrai que la période est stressante. N'oublions pas que ce n'est pas la première fois dans notre histoire qu'on vit ça. On a déjà connu une révolution industrielle qui, dans un premier temps, a été une horreur absolue pour l'individu. Le temps moderne de Charlot, le travail de nuit des enfants, le taux de mortalité à moins de 40 ans.
Ça, c'est les effets de la seconde révolution industrielle avec le taylorisme, la machine, etc. Puis, on a eu Jules Ferry, on a inventé l'école publique, on a régulé, on a inventé le droit social, et on a quand même connu les 30 Glorieuses, qui visiblement sont une époque mémorable que je n'ai pas connue, mais tout le monde dit que c'était la seule époque à vivre en France, parce que c'est 30 ans de bonheur. Et là, on est en train de revivre une autre évolution. Bon, on peut l'appeler numérique, vous voyez qu'elle est plutôt sociétale, puisqu'elle n'est pas que sur la techno. Et il y a match, soit comme les fois précédentes, l'homme arrive après une période de souffrance sociale qui est inévitable, de destruction d'emplois, etc., à rebasculer dans une phase de prospérité, soit elle reste dans un écart. Et c'est vrai que le seul point préoccupant, c'est que la Silicon Valley a, elle, plutôt ce diagnostic-là. On n'arrivera pas à réduire le gap, d'où le revenu universel pour tous, pour éviter la révolution. Et donc le débat sur le revenu universel dans les élections n'était pas un débat simplement politique, c'est un vrai débat de société. Est-ce qu'on fait le deuil de la capacité de l'être humain à faire le match avec la machine, et du coup il n'y a pas d'autre moyen d'inventer un revenu universel et répartir, rémunérer la valeur autrement, ou est-ce qu'au contraire on est convaincu qu'on peut refaire le coup de Jules Ferry, et à ce moment-là on repart sur un autre cycle. Donc c'est des débats où vous devrez tous là encore vous positionner dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. En fait, vous aurez un candidat à la présidentielle qui dira « je suis transhumaniste ou pas, je suis pour le revenu universel ou pas ». Et c'est fou, parce que c'est pas là-dessus qu'on se positionnait pour élire quelqu'un. Je suis pour le greffage de petits capteurs ou pas. Allez, la fonction RH dans tout ça, il faut quand même en parler, c'était quand même notre but. Mais je pensais que c'était important de faire au moins cette cartographie de ma vision à moi, pour au moins que vous compreniez quel est mon diagnostic de départ. Après, je ne vous ai pas dit que ça arrivait en 2019. Par contre, je fais partie des gens qui considèrent que c'est important de prévoir l'avenir, et même si ce n'est pas l'avenir qui arrive, ça nous permet de préparer, d'anticiper, de réfléchir, et qu'on ne peut pas ne pas faire de prospective quand on est un DRH. Sachez que je ne suis pas forcément représentatif des RH. Notre président de la NDRH, Jean-Paul Charles, pense le contraire. Pense qu'un RH doit être un pragmatique, qui a toujours su s'adapter et qui, à chaque évolution, a su trouver les ressorts pour absorber des évolutions. Et donc, ça ne sert à rien de penser le futur. Soyons déjà très bons dans le présent, et puis ça ira comme ça. Donc, on est sur 2 écoles de pensée. La prospective est indispensable pour penser le futur, même s'il faut exceller dans le présent. Ou on peut être dans un présent amélioré de manière incrémentale en permanence. D'ailleurs, un débat qu'on pourra avoir après. Cette fonction RH, en fait, nous, on est les Uber de la seconde révolution industrielle. Puisque nous, mais si, vous allez voir, nous, en fait, on a été inventé en 1920 à peu près, 1910 pour certains. En gros, 30, 40, 50 ans après la révolution industrielle, parce que la révolution, la deuxième, a amené 2 points, une augmentation de la taille des entreprises et une complexification du droit du travail. Ce qui fait qu'à un moment, il y a des petits malins, les DRH, qui ont dit, écoute, PDG, écoute, manager, c'est trop compliqué pour toi, maintenant tu ne peux plus gérer individuellement les 1000 salariés, tu ne peux plus faire ci, tu ne peux plus faire ça, donc ce que tu vas devoir faire maintenant, c'est pouvoir, d'une certaine manière, le donner à un expert. Et on a demandé et on a créé la fonction RH pour ça. On a désintermédié les dirigeants et les managers pour confier à la fonction RH les problèmes de droit, de relations sociales et de personnel. Vous le connaissez sans doute ce modèle. On est sur un modèle le plus connu de la fonction RH qui a été fait par un Américain qui s'appelle Dave Ulrich, qui dit qu'après cette création en 1920, la fonction RH s'est construite de manière cumulative en additionnant des rôles. On est un peu glouton, c'est-à-dire que depuis le début de notre histoire, on garde tous les rôles qu'on a acquis au cours de l'histoire, on ne les remplace jamais. Donc on a commencé par être des experts administratifs, la paye, le droit du travail, les congés, l'administration du personnel, jusqu'en 1945. Puis pendant les 30 Glorieuses et parfois un peu avant, on s'est positionné pour accompagner la croissance sur le champion des salariés, le développement, le recrutement, la fidélisation, la santé au travail. Puis dans les années 80-90, avec le début de l'amplitude de la mondialisation, le fait que le Japon se réveillait, et ainsi de suite, on est devenu des partenaires stratégiques au service des dirigeants pour les aider à atteindre leurs objectifs stratégiques. Et puis dans les années 90, fin des années 90-2000, face à un monde en réinvention permanent, on est devenu des acteurs de la transformation, des acteurs du changement et ainsi de suite. Mais
On n'a pas supprimé notre rôle d'expert administratif, ni notre rôle de champion des salariés. Ça, c'est ce qui résume le XXe siècle pour la fonction RH. Fonction RH qui sait faire les 4. Les Américains n'avaient pas prévu le régulateur social. Ils ne font pas de relations sociales. Je l'ai quand même rajouté, puisque en France, c'est extrêmement important. On a quand même aussi un rôle de régulateur social et de négociation sociale. En 2015, l'APEC nous disait, et c'est qu'il n'y a que 2 ans, que en fait, derrière cette progression, la vérité vraie, c'est qu'on n'était pas si stratégique que ça, pas si champion des salariés que ça, et qu'on restait très expert administratif. Donc le discours de montée en gamme de la fonction RH, c'était en partie vrai dans le discours. Par exemple, il y avait des DRH dans des CODIR de grands groupes, mais la réalité des métiers du travail restait l'expert administratif. Avec une critique qui était de dire que du coup le RH n'avait pas réussi à équilibrer ces 4 rôles. Parce que l'idée, c'était pas d'en abandonner un, mais au moins d'être à 25, 25, 25. Et un procès en déshumanisation du DRH. Ni stratège, ni humain, mais très fort sur les congés, l'administration du personnel et autres. Et finalement, pas mal sur le change aussi. Restructuration, accompagnement des transformations, et ainsi de suite. Alors, en 2015, les experts nous ont dit, vous allez voir ce que vous allez voir, le digital va tout changer. Aujourd'hui, l'administratif et le transactionnel, c'est 70% du métier. Mais demain, ça ne sera plus que 30%. Et nous, on fera surtout de la stratégie et de l'humain. Derrière le performance enhancement, on trouve la gestion des talents, la GPEC, le recrutement, la formation, la santé, et ainsi de suite. Et ça, ils l'annoncent depuis longtemps, en fait, les experts. Qu'on va avoir un basculement avec l'administratif qui continue à exister, vous voyez, cantonné à 30%, et puis l'autre qui grimpe. François Pichot, dans le même ordre d'idées, dans le bouquin « À quoi ressemblera la fonction RH demain » de 2014, donc il s'est passé 4 ans, nous disait « Aujourd'hui, on est très RH mécanique, droit social, paye, relations sociales, et de plus en plus organique, mais on n'est pas du tout médiatique sur les nouveaux thèmes, l'innovation digitale, la transformation, la RSE, le marketing, etc. Mais en 2020, vous allez voir ce que vous allez voir, on sera plus administratif, un peu moins organique et très médiatique. » Et puis Ulrich, vous remarquerez qu'au XXIe siècle, on ne fait plus de carrés, on fait des ronds. Parce que le monde est plus complexe, donc on ne peut plus résumer le monde à un carré. Vous voyez, vous avez boîte fermée. Le rond, c'est un peu plus soft. Ulrich nous donne un nouveau modèle, moi, que j'adore. J'adore ce modèle. Il est un peu plus compliqué à expliquer. Qui le connaît, celui-là ? Alors, ça vaut le coup de l'expliquer. Il nous dit que finalement, un DRH, ça se vit de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ça, là, c'est l'environnement. Et puis, il y a un premier cercle qui est le contexte. Et on a en fait un DRH stratège. Le DRH, c'est quelqu'un qui est à l'interface entre l'environnement et son entreprise et qui doit faire des veilles, se tenir au courant des évolutions, anticiper l'impact de la technologie sur les métiers. Pas au service des autres, mais le gardien de l'assurance que l'entreprise met en place les adaptations pour éviter de se prendre des murs à cause des évolutions de l'environnement. Et que c'est un rôle important que moi j'appelle le DRH hors les murs ou le DRH veilleur. Puis après, dans son cœur de métier de l'entreprise, les noms ont un peu changé. Il ne doit plus être facilitateur du changement, il doit être champion du changement. Le changement qui ne fait pas souffrir, le changement sans grève, le changement accepté avec le sourire. Vous voyez, un petit peu. Bonne chance. L'innovateur, quelqu'un qui sait se réinventer, qui sait lancer de nouvelles offres, qui sait être en capacité de surprendre ses clients que peuvent être les managers, les dirigeants et les salariés. Le DRH geek, voilà, il ne rejette pas les applis, il ne rejette pas, il teste. Ce n'est pas qu'il est fan, c'est au moins il teste les applis, il se renseigne, il regarde si ça peut être amélioré, il regarde comment il pourrait se servir de la technologie. Et puis on ne parle plus de formation, mais quelqu'un qui crée des capacités. Sous-entendu, le monde des compétences comportementales, des soft skills, d'agilité est avéré. Et on ne peut plus raisonner en savoir, savoir-être, savoir-faire, mais en capacité, mobilisable par individu pour faire face à une situation qu'il devrait rencontrer. Mais, pour y arriver, il doit, lui, être un acteur ou un militant crédible, à savoir quelqu'un qui fait le poids dans son organisation, qui peut dialoguer avec un DAF et l'emporter, qui peut dire à son PDG « tu te trompes et je vais te démontrer pourquoi »,
qui peut, par rapport à ton sujet de thèse, aller voir le plus gros patron du business unit, c'est le plus performant du groupe, donc le patron l'adore, mais il est harceleur, et dire ça suffit. Et être sûr qu'on arbitrera pas à son détriment. Donc un acteur crédible qui a acquis une telle légitimité qu'il co-construit la stratégie ou il propose des stratégies alternatives. Sinon, il ne peut pas être tout le reste. On se pose la question de la légitimité et du courage d'un DRH pour pouvoir ensuite être un développeur de capacité, un champion du changement, est-ce que vous voulez. Donc, Ulrich nous dit être doté d'un leadership hors pair. Alors, dans le livre Pour une fonction RH inspirante, Frédéric Toral, qui est le DRH d'une des grosses entités de BNP Paribas, a incarné cet acteur crédible, donc je voulais le partager avec vous, parce qu'il y en a. C'est un DRH qui est arrivé en Pologne pour prendre en charge une entité de BNP Paribas, et en arrivant, on lui a dit « Bonne nouvelle DRH, BCG est passé, et on va faire un plan social qui va licencier 80% de nos salariés, et bonne nouvelle DRH, c'est à toi de le mettre en œuvre, business partner. » Réflexe normalement naturel du DRH, oui chef. Et là, Frédéric, il a peut-être menti, hein, je n'ai pu pas les vérifier, enfin on va le croire quand même, nous dit que il était passé par la fonction financière, il était passé par une fonction business, donc il était en capacité, il a regardé le plan, il l'a analysé, et il s'est rendu compte que si on détruisait 80% des emplois, on allait se retrouver dans une situation où en fait, la filiale allait mourir. Ça aurait un tel impact en termes d'image, en termes de conflits, en termes de perte de compétences, de cycle de destruction d'eux. Donc non seulement il a détruit le plan existant, mais il en a proposé un autre. Parce que le DRH critique, tout le monde connaît. Hein. Mais le DRH qui propose autre chose, c'est un peu plus rare. Et il a réussi à proposer non seulement une alternative qui détruisait que 20% des emplois, parce qu'on n'est pas non plus dans une belle histoire où tout le monde garde son emploi à la fin, sans conflit et dans le respect des équipes. Et il est devenu non seulement DRH de l'année en Pologne, ça j'ai vérifié par contre, on le voit, il y a le Premier ministre polonais qui lui remet un prix en disant on n'avait jamais vu ça, un DRH qui arrivait à arrêter un plan social de BCG et à sauver 60% des emplois, donc il est même passé à la télé polonaise. Mais c'est un exemple d'acteur crédible qui a réussi à aller contre une décision qui était déjà appliquée. Maintenant, si on regarde l'étude APEC qui est sortie en octobre, justement pour les 70 ans de la NDRH, on se rend compte quand même que même encore aujourd'hui, on est très loin de la mutation vers le modèle d'Ulrich II ou sur la baisse du transactionnel, puisque l'administration a augmenté et que le développement RH est stagne et que le volet DRH a diminué. Alors, ramené par métier, vous voyez le poids dans les annonces. Alors l'APEC a pris les 16 000 annonces parues pendant 10 ans en France pour un poste de RH, pour des cadres. Et vous voyez qu'en fait, les annonces de paye ont augmenté de 9 points entre 2005 et 2015. Il y a un problème quand même. Soit les chercheurs disent n'importe quoi, soit il faut qu'on accepte qu'on est administratif à vie, soit alors, vous me direz votre interprétation. Et qu'à contrario, les offres de RRH étaient moins 7 et les offres de DRH avaient baissé de 2%. Donc la structure d'emploi, contrairement à ce que nous annonçaient les experts, n'était pas du tout en train d'aller vers du stratégique humain, mais au contraire de l'hyper-expertise. Alors c'est emmerdant, parce que quand on regarde dans la paye et l'administration du personnel le temps passé par les gens à faire des opérations, regardez, prenez la paye, il fait 54% de son temps à saisir, bêtement, un truc. Et puis, par contre, il a un vrai rôle de contrôle, d'exploitation et de décision. Et en la gestion des absences, on a coté que c'était 68% du temps de saisie. Or ça, c'est sûr que dans 3, 5 ou 8 ans, la machine sait le faire et est moins chère que nous. Donc, il ne faudrait pas se tromper de combat. C'est parce que l'APEC a l'air de donner raison à l'augmentation de l'expertise qu'il ne faut pas se préoccuper de ces emplois dans lesquels la partie automatisable est quand même relativement conséquente. Mais il y aura toujours des gestionnaires paye, mais capables d'analyser une situation, de prendre des décisions, de contrôler, donc certainement d'un plus haut niveau et sans doute moins. Alors, passons au bashing. Déjà, parce que ce n'est pas très interactif dans la salle, qui considère que la fonction de DRH est bâchée? Qui
considèrent que non, parce que c'est pas toujours corrélé, ceux qui vont dire oui ou non. D'accord. Et les autres attendent de voir. Ok. Alors, Benoît, tu peux confirmer, au moins dans le cinéma, qu'elle est bâchée. Le problème de cette fonction, quand on dit bâchée, c'est qu'en fait, en gros, ce n'est pas des critiques occasionnelles, c'est que l'ensemble des parties prenantes de la fonction la critiquent. Et en fait, quand vous regardez bien, les experts, les grands profs, les consultants, BCG, etc., les dirigeants, les managers, les salariés, dans toutes les enquêtes salariées qui ont été publiées en France depuis 10 ans sur la fonction RH, il n'y a pas une critique positive sur le DRH. Les partenaires sociaux, bon, mais ça on pouvait s'y attendre, mais même la société. Prenons les experts pour que vous compreniez bien. Harvard Business Review, la plus grande revue de gestion dans le monde, qui fait sa couve l'année dernière. It's time to blow up HR. Il est temps de faire exploser les ressources humaines, de dynamiter les ressources humaines et de construire quelque chose de totalement neuf. Sympa comme titre, vous voyez, c'est pas dans la petite critique. Hein. Avec un sous-titre, pourquoi avons-nous besoin de recruter quelqu'un qui va nous pourrir la vie? C'est du bashing ou pas du bashing? Le bashing, c'est une critique exacerbée sans contrepartie positive et caricaturale. Alors les critiques sont toujours les mêmes, hein. Trop administrative, malgré les offres d'emploi dans l'administratif en augmentation, pas assez au service du business, alors qu'il y a de plus en plus de DRH dans les CODIR, nous font faire des tâches qu'on déteste. On n'a toujours pas compris à quoi sert l'entretien annuel, en plus on n'a jamais de feedback, on n'a pas compris pourquoi on nous demande ci ou ça. Ne travaillent que pour elles, pas du tout centrés sur le client, les process sont compréhensibles que par eux. Non pas su empêcher les crises, on n'a jamais vu un DRH empêcher la crise des subprimes, empêcher un problème, un conflit, un suicide, et dépensière, ne raisonne toujours au coup et ne crée pas de verre. Si, bien sûr qu'on en a vu. Hein, c'est pas moi qui parle là, c'est les critiques. Hein. Un exemple de bashing, la chanson d'Anaïs. Quelle seule chanson? Au début, on me dit tiens, Michel, c'est génial, il y a une chanson sur les DRH. Je me dis ça, c'est la consécration de la profession. Avant de l'écouter. D comme déconnecté, R comme brasseur de l'air, H comme H de guerre, ok. D comme jeter des dés, R comme jeter à terre, H comme payer moins cher, D et RH. C'est un peu comme ça la mélopée. Ils n'ont qu'un objectif, de nouveaux objectifs, et tant pis si ça casse, et tant pis si ça tue. Ils appliquent à la lettre des ordres venus d'ailleurs, d'une autre planète, d'un monde sans vertu, éthique. D comme la direction, R a toujours raison, H on va droit dans le mur, ça c'est sûr. C'est du bashing ou pas ça? Non. Regardons maintenant BCG, grand cabinet de conseil qui fait des études annuelles sur la fonction RH, qui nous dit les DRH ressemblent à ça. Quand ils se regardent, ils se voient comme ça, mais en fait ils sont comme ça. En gros, l'enquête fait un comparatif entre là où les DRH se voient en niveau de compétence. C'est qu'on fait une auto-évaluation aux étudiants, on leur demande, à votre avis, quelle note allez-vous avoir au partiel? 16? Eh ben non, c'est 10. Eh ben le DRH, c'est pareil. Il se met 3 points de plus que ses patrons sur toutes les compétences. J'ai pas dit que le patron ne pouvait pas être de mauvaise foi ou ne pas lui-même avoir des torts, hein, parce qu'on a le DRH qu'on mérite aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est intéressant. Parce qu'on aurait pu répondre à la question en se disant, je sais ce que va dire mon DRH, donc je vais me la jouer modeste. Ça, c'est une autre enquête de Deloitte, enquête mondiale sur plus de 20 000 personnes à chaque fois, qui pointe les enjeux de la fonction, un enjeu de leadership, acteur crédible, monter sur le talent et les data, une fonction RH plus professionnelle, la techno, la performance, et qui nous dit que notre écart de compétences entre le défi et le niveau de compétence du collaborateur va de moins 34 à moins 9. En gros, la formation serait la chose dont on est le plus près des enjeux qui nous sont posés, et que sur tout le reste, on aurait des écarts assez conséquents de performance. C'est du bashing ou pas du bashing? On pourrait au moins en avoir une à plus 6, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, on aurait pu en mettre 6 en plus. Non, là il n'y en a pas une. Hein. Comme d'ailleurs l'autre, hein, il n'y en a pas une où ça joue. Ça prêterait à sourire, sauf si on est dans le raisonnement de se dire que si les clients sont insatisfaits, il y a un risque de désintermédiation, de disparition de la fonction RH, et qu'il faut faire quelque chose. C'est ça qui nous a animés, après avoir déprimé, comme un an, Benoît, on a déprimé. Hein. Et puis après, on s'est dit quand même, allez, on ne va pas se laisser faire, on se relève, on va chercher
des axes d'inspiration, relégitimation. Très santé, grand groupe, hein, je le redis. Parce que les chercheurs, ça sert déjà à quelque chose, et parfois, et vous avez David Hornet, qui dans une enquête assez solide en 2016, a diagnostiqué les barrières qui nous empêchent de nous réinventer. Il a pointé qu'on avait une barrière expérientielle, c'est-à-dire qu'on avait un déficit de compétences de par les parcours des DRH, une barrière culturelle, parce qu'en fait, depuis le début, on nous avait poussé à être les gardiens du droit, donc c'est pas très simple de basculer d'un principe de précaution à un principe de prise de risque. Des barrières structurelles de par les organisations des fonctions RH, des entreprises en silo, et ainsi de suite, qui nous empêchaient de prendre des décisions de manière transversale et alignée. Des barrières processuelles, tu parlais des SIRH, qui sont quand même parfois des problèmes pour être agile et pour pouvoir prendre des décisions. Et puis des barrières technologiques, avec des SIRH rigides, incompatibles avec nouvelles solutions. Comme vous l'avez dit, on pourra en revenir, le fait d'avoir une multitude d'outils, mais qui ne sont pas interopérables entre eux. Je pense que c'est vrai et que c'est pas mal pour chaque fonction RH de se poser la question de « et moi, dans mon équipe et dans mon entreprise, est-ce que j'ai toutes ces barrières? Quelles sont les prioritaires et quelle sont la façon dont je peux travailler éventuellement dessus ?» Alors, le premier axe, les images sont un peu fortes, c'est qu'on a identifié dans le collectif, c'est que, c'est le terme à la mode, les RH doivent être des makers, mais en gros, le DRH doit être dans l'action. Parce que si on reprend mon raisonnement du début, s'il y a une critique des institutions, un refus de l'autorité, un refus du statut et un refus du siège versus le terrain, c'est parce qu'il y a une critique en fait de l'intellect et du discours. Les gens veulent des actes. Et donc aujourd'hui, un DRH, s'il veut entraîner, il doit entraîner par l'exemple et par le faire. Par exemple, s'il veut digitaliser ses managers ou son entreprise, le service RH doit avoir déjà fait sa révolution digitale et démontrer par ce qu'il a fait qu'il est un leader dans le domaine du digital. Si demain il veut encourager des pratiques collaboratives, il doit lui-même avoir totalement revu son équipe RH pour faire de l'intelligence collective. Et pas dire, il faudrait faire que, il n'y a qu'à Faucon, maintenant vous allez voir ce que vous allez voir, le monde a changé, il faut. Ne rien dire, pratiquement dire, regardez ce qu'on a fait et donner envie aux autres de se dire, ah bah ouais tiens, il est crédible pour m'amener là où j'aimerais bien aller moi aussi. Donc, pour transmettre une vision, on doit l'avoir testée, et donc on doit prendre des risques. Alors, il ne faut pas tout tester sur tous les sujets, parce que c'est une fonction quand même régalienne, il y a des principes de droit et d'éthique, mais il faut avoir des zones de bricolage, de tests et d'expérimentation sur des sujets importants, pour ensuite affirmer un leadership pour accompagner les autres à le faire. C'est le premier point qui me semble important. Donc, orienter solution et action concrète, et pas orienter raisonnement et orienté intellect. C'est bizarre pour un chercheur de dire ça, non Benoît? Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, pour être reconnu dans une capacité à faire ce que l'on prescrit de clarté et de capacité à parler vrai. Ça nécessite un retour, c'est sans doute pas le cas à Angers, mais dans le groupe c'est vrai, d'un DRH sur le terrain, un DRH qu'on voit, un DRH qui est là, et on va prendre des illustrations avec des principes de simplicité, rapidité et agilité. Premier exemple, François Noguet, DRH groupe d'Areva, et Dieu sait que ce n'est pas une entreprise en situation favorable, hein, qui nous dit, donc c'est ces mots, hein, qui est dans le collectif Reconquête RH, un DRH doit délivrer, tester, expérimenter, se mettre en risque, tenter, mais avancer, faire, délivrer avec un droit à l'erreur, être propre des salariés, proche, jouer systématiquement la carte du contact et de la proximité plutôt que celle du discours. Les grandes entreprises souffrent de l'excès de discours, si j'ose le dire parfois d'intelligence abstraite et de raisonnement stérile. Trop d'intelligence tue l'intelligence de l'action, proximité, vitesse, simplicité. Ouais, je sens le silence. Hein. Moi aussi, hein, quand j'ai fait l'interview, je regardais ça en me disant waouh. Une illustration avec Cécile Michel, qui est la VP Transport et Mobilité chez Alstom Transport, qui a dû changer de SIRH. Ça vous arrivera tous un jour. Alstom était à l'époque une filiale de General Electric et qui s'est dit bah, je vais me servir de ça pour montrer aux nôtres que nous, on sait déployer un SIRH en 7 mois et demi et pour pas cher, plutôt que simplement chercher à adopter un SIRH qui lui allait bien. Elle s'est mis un enjeu de rapidité, d'agilité. Elle a utilisé des méthodes à la mode qui sont le design thinking pour ensuite en faire la promotion comme une capacité à déployer des outils technologiques rapidement et se donner une image de chef de projet numérique.
elle n'a pas eu de discours à faire. Elle a dit, vous voyez, moi, mon SIRH, j'ai mis 7 mois et demi à le faire. Au début, les chefs de projet l'annonçaient en 2 ans, ce déploiement de SIRH, pour vous donner une idée. Mais elle n'a eu qu'une obsession, la rapidité, l'efficacité, la simplicité, pour pouvoir m'en servir après, comme quelqu'un de légitime, pour piloter la transformation digitale et l'implantation d'autres outils chez les autres. Nous y avons gagné une crédibilité pour accompagner les managers dans leurs projets. Pareil, on va passer vite. Jean-François Schoener, directeur du développement RH chez Bouygues, qui devait refondre son site carrière, qui avait 5 ans d'existence, et lui aussi s'est mis un enjeu de 4 mois, un déploiement collaboratif et ainsi de suite, pour s'en servir après, pour être crédible auprès des autres. Alors un deuxième truc plus provocateur, je ne sais pas si ça s'applique à Angers, mais vous me direz, c'est que les DRH doivent faire de la guérilla RH. Ils doivent être des corsaires. Ça vient de la guérilla marketing, en fait. Je ne sais pas si vous avez eu des cours de street marketing ici, les marketeurs se sont rendus compte qu'à un moment, faire de la pub à la télé, ça coûtait très cher et ça n'apportait pas grand-chose, et qu'il fallait parfois mieux faire du marketing de rue, par exemple. Si vous voulez vendre des montres dans un bus, mettre, pour là où les gens s'accrochent, une montre, pour que la personne... Ah bah tiens, elle est sympa cette montre. C'est du marketing expérientiel, et il y a des opérations beaucoup plus provocatrices que ça. Michel Augustin, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'habille en vache, et qui vont chez Danone, et qui arrivent devant le président de Danone qui va vendre la marque concurrente, à lui faire boire du yaourt Michel Augustin. Le gars ne s'en rend même pas compte. Enfin, bon. Alors, en RH, qu'est-ce que ça donne? Le premier, le RH ne discute pas de tout avec son dirigeant. Il se garde des dossiers commando cachés. Il en parlera si ça se passe bien. En gros, il n'a pas le syndrome des fanfares. Cher dirigeant, cette année, mon grand chantier, c'est ça, qu'est-ce que vous en pensez? On en reparle dans un an, et puis si ça se passe mal, il ne sait pas trop en reparler. Deuxièmement, un guerrier n'attaque jamais le cœur. Il attaque la périphérie, en essaimant. Donc il multiplie les petites expériences, mais loin des yeux des dirigeants, et ainsi de suite. Et par contre, à force d'essaimage, il se rapproche du cœur, et à un moment, il peut le faire. Il expérimente, il travaille en petite équipe, il surprend. Tout DRH doit avoir dans son offre, l'offre classique, où il est attendu d'ailleurs avec un niveau de performance très élevé, mais aussi de l'offre inattendue. Il s'achète des alliés, un point important. Il fait des alliances avec d'autres patrons, d'autres filiales à l'extérieur, etc. Il implique des hauts potentiels, et il pratique l'art du camouflage, vivons heureux, vivons cachés. Je ne dis pas qu'il faut gérer la paye comme ça, on a bien compris. Je dis qu'il faut avoir des chantiers de type guérilla. Il faut les choisir là où on peut les choisir. C'est par exemple Bénédicte Tilloy, qui est l'ex-DRH SNCF Réseau, qui a décidé à un moment d'ouvrir un compte Twitter pour tweeter en direct avec ses partenaires sociaux et ses salariés à la vue de tous. N'importe quel salarié de l'entreprise pouvait lui envoyer un tweet. Et Bénédicte, pourquoi si? Pas un métier facile, celle qui gère en Ile-de-France les Transiliens, qui est l'insatisfaction de tous les Parisiens pratiquement et des grandes provinces. Elle a rapidement eu près de 30 000 personnes qui l'ont suivie sur Twitter, et elle a réussi à créer un lien hors règles légales de relations sociales avec ses partenaires sociaux, qui lui avaient permis parfois de dénouer un certain nombre de situations. Mais surtout, elle a changé son image. Prise de risque digitale. Vous voyez, l'outil est aussi un moyen de changer l'image que les gens ont de soi. À ma connaissance, c'est la seule DRH de la SNCF où la CGT et Sud se sont alignés pour l'applaudir quand elle est partie. Puisqu'elle est quand même partie. Ouais. Oui, ça veut dire quelque chose, on est d'accord. C'est le cas de Caroline Bloch, la DRH de Microsoft, qui était dans une problématique avec un gros conflit entre différentes équipes, et qui a su à un moment faire une alliance avec certaines personnes dans le COMEX pour lui laisser la chance d'expérimenter une solution qui n'avait pas été testée précédemment. Ou Sylvie Brisson, qui pour le SIRH s'est alliée avec les métiers et le marketing pour co-construire l'outil. Donc il y a quand même cette idée qu'on fait de la guérilla, mais avec des alliés. On se trouve des alliés. Jérôme Tixier, qui est une grande figure RH, puisqu'il est DRH monde de L'Oréal, nous amène un peu sur autre chose, qui est que beaucoup de consultants nous disent qu'aujourd'hui, que l'horreur, c'est qu'on n'arrive plus à fidéliser les jeunes. Donc comment on fait pour mieux fidéliser? Et lui nous dit qu'en fait,
il ne faut surtout pas fidéliser les gens. Il faut leur donner envie de partir, mais de revenir. Donc, ils leur souhaitent un anniversaire tous les ans, ils leur prennent leurs nouvelles, ils leur font vivre la meilleure expérience. Et aujourd'hui, L'Oréal recrute 5% de leurs collaborateurs, mais après qu'ils aient monté leur start-up, un grand groupe, et ainsi de suite. Et ils capitalisent sur cette image de c'est pas parce que vous partez qu'on est fâché avec vous, qu'on ne va plus jamais se parler, qu'on vous déteste, parce que si tu nous quittes, c'est pour toujours. Vous voyez, c'est un peu le discours qu'avaient certains groupes quand quelqu'un s'en allait. Un troisième axe sur la fonction RH, il faut que je finisse, hein. Fonction RH surhumaine. Moi, je crois que le digital, surhumaine, et pour insister qu'on avait perdu en humanité, je crois que plus on se digitalisera, plus l'intelligence artificielle arrivera, plus on devra être humain. Plus on devra travailler la qualité du sens, la qualité de la relation, la qualité de l'échange. Donc ce n'est pas une injonction à réhumaniser la fonction RH, c'est une injonction à la surhumaniser. Et toute tâche faite par des machines doit mettre au profit du contact, de l'échange et de l'humanité. Back to basic finalement. Vous savez, il n'y avait pas de bashing pour le DRH d'usine qui avait toujours sa porte ouverte et qu'on pouvait aller voir à n'importe quelle heure de la journée pour régler des problèmes. Cela ne rencontre jamais de RH. Ou au DRH qui serre ses mains tous les matins aux gens en les respectant avec un minimum de civilité. Le bashing vient du gars très occupé au COMEX, qui avec son reporting, qui envoie des mails pour implanter des choses et qui a perdu le lien. C'est aussi ce que dit Jérôme Tixier. Bon, L'Oréal, c'est plus dur à faire quand on a plus de 100 000 collaborateurs dans le monde que quand on est une petite entité, mais nous avions perdu notre sens entrepreneurial et notre sens du collectif. En particulier, notre organisation fonctionnait de plus en plus en mode silo, était devenue extrêmement complexe. Nous avons donc lancé Simplicité, qui a concerné tous les niveaux de l'entreprise, et l'objectif de Simplicité a été de virer tous les process qui emmerdaient les gens, et de simplifier tous les process de l'organisation, en gros de complexifier l'entreprise qui, en 30 ans, était devenue une usine à gaz déshumanisée. Pour vous donner une illustration forte de ce que ça peut représenter. C'est le cas aussi d'Annick Verdier ou d'Alexandra Godin, qui sont des DRH sans bureau. En fait, toutes les semaines, elles s'installent au cœur d'une équipe pour vivre avec eux, leur vie. Et pour créer de l'empathie, de la compréhension de leur situation. Du coup, quand il y a des crises, leur capacité à gérer les crises part avec un capital connaissance, empathie, et elle est perçue comme une personne ressource et en capacité d'eux. À un contrario, je suis totalement opposé au mode managérial qui consiste à faire croire que parce qu'on nomme un Chief Happiness Officer, un directeur du bonheur, ou qu'on met un baby, on devient tout d'un coup une entreprise extraordinaire où il fait bon vivre. Le vrai problème des gens, ça n'a jamais été les locaux. C'est bien des locaux sympas. Le vrai problème des gens, c'est déjà un boulot intéressant. C'est une équipe avec qui il se passe des choses, c'est une entreprise qui vit. Mais pas d'avoir mis un pot de fleurs, un prof de yoga ou de pleine conscience. Je serais tenté de dire, c'est la cerise sur le gâteau. Si on a déjà tout le reste, autant le faire. Mais il y a plein de DRH aujourd'hui qui se trompent de voix en pensant que DRH, c'est devenu clown ou géo. Ça va aujourd'hui? Un petit bonbon? Allez, on chante une chanson. Allez, tous ensemble, tous ensemble. Ça fera jamais une légitimité d'un DRH, ça. Surtout en cas de problème ou en cas de crise. Et il y a plein de DRH qui foncent là-dessus. Dernier axe, c'est le DRH hors les murs, mais je le passe vite parce que c'est la nécessité et l'importance d'être un veilleur, donc d'être hors de son entreprise, de se nourrir, comme tous ces DRH courageux qui sont venus ici ce soir. Et même si ça avait été, même si vous êtes déçus, même si c'est pas bien, il faut sortir, il faut sentir, il faut aller au théâtre, il faut lire, il faut rencontrer les gens, il faut renifler. On est des êtres humains, hein, de chair et de sang. Et puis, un point important pour finir, c'est la notion d'hétérogénéité des équipes RH. L'un des reproches qu'on peut faire au RH, c'est d'être trop, finalement, proche, de se ressembler, d'avoir les mêmes points forts et les mêmes points faibles. Par exemple, d'avoir que des très bons en droit social et trucs, mais aucun bon en big data ou en marketing, par exemple. Donc, je crois de plus en plus que le DRH, Wonder Woman ou Superman n'existe pas, mais qui doit se créer des équipes pluridisciplinaires qui incarnent chacun une expertise dans un domaine et que c'est le collectif RH qui permettra de gérer ça. En ce moment, Frédéric Toral recrute des geeks dans ses équipes, mais Bénédicte Hillois nous dit pareil. Mais là, je voudrais vous présenter quelqu'un. Enfin, il ne va pas venir, hein, c'est juste un slide, qui a fait une thèse d'anthropologie sociale à l'école des hautes études en sciences sociales il y a 20 ans,
puis qui est parti au ministère des Affaires étrangères françaises en Inde pour être chercheur, puis qui est devenu consultant, certains connaissent peut-être, à Entreprises et Personnels, qui est un cabinet français, et qui a été propulsé DRH Group de SPI Batignolles. Quel courage de la part de son PDG, avec ce CV-là, d'en avoir fait un DRH. Quelle intelligence de ce DRH-là, de s'être entouré de pros, techniquement en RH aussi. Cette personne s'appelle Nicolas Flamand et c'est aujourd'hui le VP RH d'Engie, qui est l'une des 10 plus grosses boîtes françaises. C'est une illustration parmi d'autres que l'hétérogénéité des profils est importante. A contrario, une bonne équipe RH n'est pas constituée que d'anthropologues ou que de gens du business. Par exemple, moi je trouve ça très mauvais que dans le CAC 40, on ait maintenant plus de 30 DRH qui n'ont pas fait de RH, qui viennent du business. En fait, ils ont simplement d'autres défauts que les autres. Ils sont bons en business, mais ils ne sont pas bons en RH. Donc le RH mauvais en business n'est pas bon. Et c'est le mot de la fin. En conclusion, le DRH doit travailler son ambidextrie, à la fois humain et techno, à la fois performant et administratif, et sur un certain nombre d'éléments. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Ce n'est pas l'humain au détriment de la perf, ou le digital au détriment des métiers traditionnels, mais la capacité à les faire coexister. Et seule une équipe Dream Team peut y arriver. Merci de votre attention. Bien, merci Michel pour cette présentation très complète. Alors, il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été donnés, pris dans les grandes entreprises, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de problématiques qui, sans doute, parlent à beaucoup de gens ici, notamment dans les responsables RH présents. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on ait peut-être 10 minutes, un quart d'heure d'échange à partir des questions que vous pourriez vous poser, que vous auriez envie de poser sur les éléments qui ont été présentés. Je ne l'ai pas dit, mais j'y reviendrai tout à l'heure. La présentation est enregistrée par Simon X, et donc la vidéo se trouvera s'il y a des slides que vous avez vus rapidement ou des contenus que vous souhaitez revoir. Ce sera en ligne sur le blog là, de la chaire RH. C'est toujours la première qui coûte. Après, il y en a trop et on est obligé de ne pas les prendre. Est-ce qu'en parlant fort, peut-être ça peut... Étudiant en master de RH et avec du coup l'opportunité bientôt de rentrer en entreprise, si jamais on rentre dans une multinationale avec nous la sensibilité de la digitalisation en entreprise, si les personnes ne sont pas assez sensibles, comment est-ce que nous on peut avoir la légitimité d'apporter C'est vrai que ce que je veux dire, mais si tu ne feras pas la révolution, ça veut juste dire que tu t'es trompé d'entreprise. Non, mais il faut être parfois pragmatique. À l'impossible, nul n'est tenu. Donc, à 22 ans, arriver dans une multinationale et dire... alors, il y a des boîtes qui font du reverse mentoring, il y a des boîtes qui font des shadow comex, comme Accor, qui mettent un codir que des moins de 30 ans, et ainsi de suite. Il y a d'autres boîtes où il n'y a pas de volonté d'y aller, et tu ne pourras pas l'insuffler. Donc, c'est un choix de casting aussi, à vous de voir. Ou alors, il faut être en camouflage pendant 3-5 ans, préparer ses arrières et puis sortir le grand jeu le moment où on est en situation de le faire. Mais il y a suffisamment aujourd'hui d'entreprises qui sont sensibles et avancées sur ces sujets-là pour pouvoir choisir celles qui vous conviennent. Un recrutement, c'est pas que le recruteur qui recrute un recruté, c'est vous qui le choisissez. Donc n'allez pas dans des environnements qui vous condamnent dès le départ, en fait. Merci. Une première, il y a un mot que je n'ai pas beaucoup entendu et qui effectivement est pointé alors dans le bashing en direction des DRH, pas que des DRH, c'est le mot travail, le fait effectivement qu'ils ne connaissent pas le travail. Donc je renvoie là effectivement un petit peu à ce qu'a lancé l'ANACT avec la semaine qualité de vie de travail sur manager le travail. Donc voilà, quel est votre point de vue, puisque effectivement vous parliez du DRH hors les murs, là. Pour le coup, je partage complètement. D'accord. Ouais. Quand je dis c'est le retour des sciences humaines, c'est que c'est vrai que dans les équipes RH de type Dream Team, il nous faudrait des ergonomes, des sociologues du travail, des psychologues, et on ne peut plus
raisonner emploi pour moi. J'ai pas eu le temps de le développer. On va raisonner activité, ensemble d'activités, contenu et travail. On ne parlera plus d'emploi demain. Et donc c'est vrai que les travaux de l'ANACT sont très complémentaires. C'est pas l'angle qu'on a pris nous parce qu'on est des gestionnaires. Mais je le rejette, je le rejette pas du tout, hein. Et les travaux de la socio des orgas sont vitaux pour les DRH aujourd'hui. Ça manque dans nos programmes. Alors par contre, je le dis aussi à toi Benoît et puis à nos jeunes étudiants, je ne sais plus comment enseigner tout ce qu'un DRH doit savoir dans un programme de 500 heures. Ouais. Je ne sais plus parce que si je fais 50 heures sur le digital, qu'est-ce que j'enlève ? Et si je fais 50 heures de sociaux, qu'est-ce qu'ils vont dire aux recruteurs en assumant, oui, bah, nous, on a squeezé le digital puisqu'on préfère connaître l'humain, puisqu'on est bien quand même dans une recherche de l'ambidextrie. Donc je pense que ça se solutionne sur 5 ans d'études, mais encore faudrait-il avoir la main sur un programme de 5 ans, où on arriverait très fortement à, et après et on n'en est pas encore là, et on y arrive petitement sur notre capacité, nous, à organiser des équipes projets transdisciplinaires régulièrement dans l'année, organiser des hackathons qui mêlent des ingénieurs, des sociologues, des gestionnaires. On est encore très en silo, nous aussi. On a déjà beaucoup de mal dans un cursus RH à éviter le silo, le cours de recrutement, le cours de formation, le cours de paye, le cours de droit, qui ne communiquent pas entre eux. Donc déjà arriver à montrer que sur une problématique donnée, ça a des résonances REM, des résonances sociaux, des résonances engagement, des résonances fidélité et ainsi de suite, et dépasser le transdisciplinaire, c'est déjà un premier défi. Alors, par contre, ça crée un déphasage entre ce qu'on enseigne. Moi, je bricole en fait, hein. J'essaye de faire au mieux, et la façon dont on pourrait penser nos programmes. Et donc là effectivement, il y a un truc qui à un moment sera trop orthogonal parce qu'on n'y arrivera pas. Mais le travail, oui, bien sûr, c'est extrêmement important. Et moi qui suis maintenant, Benoît, directeur de l'exécutif Master RH de Sciences Po et professeur affilié à Sciences Po, ce qui est appréciable, c'est qu'on a l'école de Crozier, l'école de Saint-Saulieu, on a plein de sociologues, mais aussi d'historiens de l'art, hein. Donc on peut sur un programme faire venir un spécialiste de l'histoire des religions, un sociologue, un gestionnaire, un financier pour parler du fait religieux, ça change tout. Parce que ça rejoint les compétences du XXIe siècle, que les sujets doivent être abordés de manière transdisciplinaire aujourd'hui, pour les analyser sur tous leurs angles. Mais notre pauvre éducation nationale est très très loin de pouvoir enclencher un chantier comme ça. Déjà, vous voyez, sur un logiciel d'admission post-bac, c'est déjà chaud. Donc on fait au mieux. J'ai vu ce que Benoît a organisé demain avec les étudiants, partenariat entreprise, des projets, etc. Voilà, on essaie de trouver tous les moyens de leur donner le plus de ressources possible. Je poursuis. Vous avez bien averti, effectivement, votre présentation était à partir d'une observation des grands groupes, des multinationales, etc. Mais du fait, je me dis, on a des dirigeants de ces grands groupes qui sont, alors je caricature, hein, un peu fonctionnaires du CAC 40. De moins en moins, hein, leur durée de vie aussi a beaucoup réduit. Hein. Non, mais oui, enfin fonctionnaires au centre de. Enfin, dirigeants salariés. Au service voilà, salariés. Ouais, dirigeants salariés au service. Ça peut tourner très très vite. Ouais. Donc effectivement, quand même, avec en fond de décor la financiarisation et la gestion, vous disiez finalement une GRH trop gestionnaire, mais c'est sa vocation d'aller vers la performance, même si c'est pas une valeur absolue. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'a pas un risque permanent de déshumanisation ou à partir du moment où la gestion évacue une grosse part de l'humain, là j'emprunte à Pierre-Yves Gomez, le don, le gratuit, la vulnérabilité, ça ne se gère pas, on ne veut pas en entendre parler en gestion. En fait, c'est un grand sujet et ça fait partie aussi d'autres travaux que je mène sur le concept d'entreprise humaniste. Avec des dirigeants, par exemple le numéro 3 de Sodexo qui gérait 30% du chiffre d'affaires et qui a mis en place un style de management qui rentrait absolument pas dans ce qu'attendait son actionnaire et son entreprise. Et il a survécu parce qu'il performait. Donc il y a quand même, moi je reste convaincu que on génère plus de performance quand on est dans une construction d'une organisation d'objectifs sur des valeurs plus humaines que quand on le pilote à partir de la gestion. Encore faut-il savoir le mesurer, délivrer et je vous assure, un actionnaire en fait est quelqu'un de très
calcul, si ça génère plus de performance, il achète. Et le dirigeant de Sodexo disait qu'il avait été préservé parce que pendant 30 ans, il a surperformé. Donc partant de là, il avait la liberté de faire le management qu'il faut. Donc pour moi, je n'ai jamais vu d'antagonisme entre la logique sociale et la logique gestionnaire. Et entre la logique d'un dirigeant, d'un salarié ou d'un manager. Ça arrive, effectivement, quand il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs, où il y a un déséquilibre qui se crée au profit des parties, mais généralement, ça peut mal se finir et ça ne génère pas pour moi de la performance durable. Mais là, alors si on va sur Pierre-Yves Gomez, les outils de gestion, là, on est pour 4 heures parce qu'on est sur un autre sujet, mais vous avez de très bonnes références de facto. Ouais. Mais c'est un autre sujet. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que la tentative de faire une entreprise à objet humain, là, dont on parle aujourd'hui, améliorerait les choses. Ni même que la RSE les a déjà améliorées. Ah, par là. Benoît, c'est ton quart d'heure sport, hein, c'est bien. Hein. Peut-être un regard au travers, un regard sur la dimension de l'équipe RH qui devient également, dans le prisme digitalisation, bashing et compliance, de plus en plus externalisée. On n'a plus d'équipe, on a un prestataire pour la paye, on a des partenaires pour le recrutement, un emplan pour la formation, on a un conseil pour le juridique. Quel est votre regard sur cette révolution un petit peu de l'organisation, de l'organigramme des envies de la fonction RH ? Alors, dans l'enquête APEC, il y avait un tableau sur le poids de l'externalisation, et c'est vrai que c'est plus 11% en 10 ans. Donc là, personne ne peut nier qu'il y a une volonté ou une augmentation du taux d'externalisation. Moi, sur ce sujet-là, par exemple, sur la data, par exemple, un processus de paye, ça peut être perçu comme quelque chose à faible valeur ajoutée qui est en fait finalement de la saisie. Et si on a des bons experts qui le font à la place, avec un gars qui contrôle et qui fait l'intérieur, autant le passer à l'extérieur. Pour moi, c'est le contraire en fait. À l'ère du big data, la paye c'est la data. Et il faut se servir de l'intelligence artificielle et des technologies en place pour le réinternaliser, pour le faire soi-même. Ou pour en tout cas, quand on prend des choix d'externalisation, bien s'assurer que c'est les tâches à faible valeur ajoutée qui sont externalisées et pas les fortes. Et donc, ce n'est pas des sujets qu'on tranche tels quels. Je pense que les RH sont dans un écosystème aujourd'hui. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a aussi des problématiques autour du DRH de territoire ou du DRH d'une communauté ou des DRH de slasher, ainsi de suite. Et que ce soit le choix d'automatisation, le choix de l'externalisation, le choix du centre de services partagé, le choix de la filiale au Maroc ou en Chine et ainsi de suite, ça doit se penser de manière systémique et ça se justifie à condition que ça permette à la fonction RH en place d'avoir plus de valeur et notamment plus de valeur humaine. Si c'est juste une opération financière, ça coûtait 100, ça nous faisait mal à la tête parce que le droit changeait tout le temps. Donc on l'a confié à un prestataire et ça nous coûte que 80, donc il y a moins 20. C'est une mort douce de la fonction RH qui petit à petit perdra de son périmètre pour finir par être totalement externalisée. Si c'est au service de valeurs rendues en interne et d'un recentrage sur des valeurs à forte valeur ajoutée, et que ce n'est pas que la logique de coût qui l'a initié, ça peut tout à fait se défendre, notamment sur certains métiers où on considère ne plus avoir l'expertise nécessaire pour. Et puis après, il y a des mouvements de balancier. Moi, je ne crois pas non plus que l'histoire est toujours écrite. Il y a de fortes périodes d'externalisation, puis de réinternalisation. On le voit avec l'industrie allemande qui quitte massivement la Chine. Qui l'aurait prédit il y a 5 ans qu'il y aurait des mouvements Chine-Europe pour l'usine. Donc il ne faut pas non plus être dans un sens de l'histoire qui fige les choses une fois pour toutes. En revanche, c'est vrai qu'il y a le DRH qui se fait imposer cette décision, l'externalisation qui n'est que financière, et la décision d'externalisation qui est stratégique, et ça n'a rien à voir dans ces cas-là. Et donc, il y a des boîtes qui décident de ne pas externaliser leur paye en ce moment, mais qui montent aussi leurs équipes sur le big data et qui en font le centre vraiment de traitement de données au service d'une fonction RH à plus forte valeur ajoutée décisionnelle. Donc, vous voyez que c'est... Alors après, c'est vrai que ce qui est fascinant dans l'époque, c'est que chacun suit sa voie, en fait. On avait avant des grandes modes et tout le monde faisait pareil. Je pense que le 21e siècle sera de plus en plus
la DRH d'une entreprise dans un secteur et un lieu donné, et que les comparables seront de moins en moins évidents, parce qu'en fait, ce qu'il faut prendre, c'est une DRH contextualisée à un contexte donné. C'est pour ça que je suis contre les modes aussi. Ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Ouais, ça ne doit pas être simple pour le photographe, parce que je n'ai pas du tout été au milieu, je ne vous ai jamais regardé, j'ai tout tourné le dos. Y a-t-il une ou deux dernières questions? Oui. Oui, je m'excuse, je reprends parce que je voudrais tirer parti de votre travail prospectif. En fait, dans deux champs, il y a un premier champ, on parle beaucoup bien sûr de transformation, voire même de révolution numérique, etc. Il y a une révolution sociale qui n'est pas évoquée, alors un scénario plutôt, dystopie, qui serait une réaction à la technique. On a parlé des technophiles, mais on peut avoir des technophobes. En réaction avec une technologie quasi tyrannique et non plus ancillaire, parce qu'effectivement on réagit par rapport à une captation d'attention, par rapport à un rôle de producteur de données gratuit, et le DRH peut se retrouver à devoir gérer des salariés technophiles et des salariés technophobes, sachant que les profils derrière seront extrêmement hétérogènes dans les deux cas. J'enchaîne simplement sur l'aspect prospectif. Il y a également c'est le cas de Frédéric Toral qui m'y fait penser. Est-ce que vous avez des données sur le devenir de la fonction de consultant, dont on voit bien qu'elle impacte fortement la fonction de DRH, et pas d'une bonne manière. Le cas de Frédéric Toral avec BCG le montre, avec des données qui ne sont pas excellentes, on dirait, pas prises du terrain. Et puis le mimétisme managérial qui a pour ses modes à tour de bras. Donc, quel est le devenir effectivement de cette fonction? Alors, effectivement, on a autant que technophiles que technophobes, je pense, aujourd'hui, si on faisait voter les gens. En tout cas, les débats au niveau des experts fait du 49-51, donc c'est serré. On n'est pas dans un 90-10 par exemple. Moi, mon parti pris, c'est que la fonction RH doit être un testeur bricoleur. Donc elle ne peut pas, pour des raisons idéologiques, refuser des évolutions à venir, sinon elle va les subir. Donc qu'elle ait des technophiles ou des technophobes, peu importe, elle-même, elle doit expérimenter, tester, mesurer, mais aussi pour des questions de gouvernance, d'éthique ou de rejet des technologies. Après, c'est vrai que la tendance historique n'est jamais actée. C'est ce qui me rend optimiste sur l'intelligence artificielle, par exemple. Pour que l'intelligence artificielle se diffuse, il faut qu'à un moment, un individu soit d'accord d'avoir comme conseiller clientèle une machine plutôt qu'un être humain. Mais moi, quand je vais dans une agence bancaire, j'ai pour l'instant une expérience humaine faible. J'en ressors rarement avec la banane. J'ai rarement ressenti une émotion. J'ai rarement passé un bon moment. Et donc, si on me propose ça, ou faire moi-même l'opération sur mon smartphone ou chez moi, je peux arbitrer assez facilement. Mais ce n'est pas à cause de la machine. C'est à cause de ma déception d'une expérience humaine qui vaut le coup. Mais mon réflexe premier est d'aller dans une agence. Et moi, les agences bancaires aux États-Unis qui se transforment en espace. Vous voyez, aux États-Unis, il y a certaines banques qui disent vous êtes client chez nous, vous avez un crédit de 100 heures pour faire du coworking dans nos banques. On met à disposition notre imprimante 3D. On peut vous aider à concevoir les plans de votre maison. On peut vous trouver un associé pour monter votre boîte. Ça redevient des lieux de vie. Mais dans ces banques-là, on se rend compte que leurs clients vont moins sur le web pour faire leur opération et qui vont plus souvent passer la porte. Donc entre les banques, par exemple, qui disent le client ne vient plus, donc virons tous ces chargés de clientèle, fermons nos agences et automatisons et faisant du self-service, qui sont une sorte de défaite. Parce qu'ils ne viennent pas parce qu'ils préfèrent le digital, c'est juste qu'ils n'aiment pas l'expérience qu'ils vivent. Et ceux qui réenchantent l'expérience client en se disant que les deux chemins sont possibles. Et c'est pareil en RH. C'est-à-dire qu'il y a certains technophobes qui ont raison. Est-ce que demain, l'entreprise... Le problème, c'est que les débats philosophiques sont beaucoup plus larges que ça, puisque le premier débat, c'est l'avenir de l'entreprise. Un système hérité de la seconde révolution industrielle, avec un contrat de travail, un emploi à temps plein, etc. Aujourd'hui, on est très loin, par contre, de la fin de la grande entreprise. Mais on voit monter l'entrepreneuriat, le portage, le DRH de transition, le DRH à temps partagé, et c'est pareil chez les salariés. Mais on n'est qu'à 16% de la population active, mais on était à 10%.
Donc personne ne dit qu'on arrivera à 100 aujourd'hui. Mais toute grande entreprise peut s'interroger sur sa capacité à garder de son utilité si elle est capable de proposer quelque chose, de la protection, plus grande protection que si on est seul, une aventure humaine, et ainsi de suite. L'avenir du travail, c'est pareil. Pas du travail, du CDI, de l'emploi. Certains nous disent, c'est fini. Nous serons tous multi-activités. 20 minutes dans notre... en train de porter des colis pour certains, du Monoprix à chez lui pour 1 euro le delivery, 3 heures DRH, 2 heures à gérer la salle de sport ou un travail de coaching, 8 heures à faire de la menuiserie chez des individus, et un peu consultant, un peu prof, un peu ci et ça, qui est d'ailleurs proche de notre statut à nous. Je trouve que le statut de l'enseignant-chercheur est très proche de la figure qu'on dessine finalement du salarié de demain, un gars qui pense de manière critique, enfin bon bref, qui sait coopérer pour publier dans de belles revues, qui se remet en cause, enfin. Donc tous les grands thématiques en fait sont remis en cause, puisque c'est des constructions de la seconde révolution industrielle. Moi, mon point de vue, c'est que s'il y a des technophobes, c'est qu'il y a des déviances technologiques et qu'effectivement, sur le même onglet, certains vont nous dire c'est de l'hyper-contrôle flicage, et d'autres vont nous dire c'est d'un outil d'aide à la décision qui mène à la transparence et à une société plus juste. Quelles que soient les thématiques que vous prenez sur la techno, vous en trouverez autant d'un côté que de l'autre. Donc la technologie, c'est ce qu'on en fait, et le sujet n'est pas entre technophiles et technophobes, mais notre capacité à en être des pilotes qui avons une gouvernance et une éthique pour en faire une technologie au service du bien commun et des autres. Et là, on aura sans doute moins de technophobes. Si ça tourne mal, si c'est 1984 Orwell, si c'est du flicage, si c'est de l'hypercapitalisme, Charles-Henri Bessières-Dehors parle de taylorisme numérique. Avant, c'était les managers qui construisaient le travail des autres, mais si c'est demain, c'est la machine qui dit aux gens ils doivent travailler combien et faire quoi, ainsi de suite. On ne voit pas disparaître le taylorisme, mais c'est la machine qui devient le prescripteur. Si on devient des pantins, si les pathologies de type addiction aux technologies font qu'il y a des gens qui s'effondrent dans la rue, parce qu'il y a des études aux États-Unis assez fascinantes là-dessus, sur des enfants de 13 ans, technophiles à qui on enlève le portable et qui font des crises de panique si on leur enlève leur portable pendant 24 heures. Si c'est ça, l'image à un moment véhiculée par les technologies poussera les gens à effectivement à aller dans le camp des technophobes. Et je suis très sensible aux 50 millions d'Américains qui sont dans des zones blanches. C'est 50 millions de gens qui refusent de vivre dans un territoire qui peut être atteint par une onde. Ce n'est pas 1 million, 100 000, ce n'est pas un phénomène mineur du tout. Mais rien n'est écrit, et ce n'est pas les technologies le problème, c'est les usages, leur conception et notre pilotage. Or, c'est vrai que pour l'instant, on les subit, et c'est vrai que pour l'instant, les GAFAMI et la Silicon Valley dictent un rythme que les gens appliquent, et après, il n'est jamais écrit la capacité de résistance ou de passivité d'un individu, donc ça, on verra à la fin de l'histoire, mais c'est pour ça que c'est des débats compliqués, je trouve, mais qui méritent d'être posés. Bien, on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. On pourra prolonger dans le moment d'échange, à moins qu'il y ait une dernière question peut-être ou... Non, il y a une question ? Plus fort. Ouais, le droit à la déconnexion, bon bah oui, c'est un droit. Pas obligatoire, informatif, indicatif. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les cyberaddictions. J'étais au colloque international sur le sujet à Lausanne, où certains professeurs de médecine nous disaient qu'ils avaient plus d'addictions aux techno aujourd'hui qu'aux drogues dures. Et que le problème de ces addictions était inquiétant, puisque comment on arrête de boire ? On ne boit plus jamais de sa vie. Alors est-ce qu'on peut prescrire à quelqu'un de ne plus jamais regarder un smartphone parce qu'il est addict au techno? Donc il y a déjà le problème du sevrage. On ne sait pas comment, parce que pour les autres méthodes, ce qui marche, c'est l'arrêt complet. Et le deuxième, c'est que c'est un processus très piégeant parce qu'il se fait dans la durée, par pas. Les individus ne s'en rendent pas compte, et il y a des études sur le cerveau. Donc le droit à la déconnexion, c'est génial parce que dans le monde entier, quand on va en API, dit oh, you French, you did that. It's the first country in the world that did the deconnection law. Je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs. Le droit on est le seul pays, le premier pays. Ça fascine, hein, les Américains viennent à Paris pour voir c'est quoi ce droit, etc. Après, ils repartent en disant bah oui, en fait, c'est pas un droit. C'est pas un droit, en fait. C'est juste des principes de précaution. Mais il fallait le faire, mais ça ne résoudra pas notre problématique.
Merci de votre attention. Merci. Donc pour Donc merci à Michel pour cette présentation. Je pense que par rapport aux pauses RH qui ont pour vocation un peu de sortir le nez du guidon et puis de donner des perspectives, je pense que l'objectif est tout à fait atteint et même au-delà. Donc merci à vous aussi pour votre présence en cette fin de journée. Je voudrais remercier aussi en particulier la NDRH, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais la NDRH Anjou, hein, on en a parlé beaucoup dans l'exposé avec Michel, mais qui est aussi très largement représentée là ce soir. Remercier également donc les services techniques là avec Simon donc pour l'enregistrement de la vidéo. Donc il y a un compte Twitter donc avec hashtag ShareRH hein, qui permet d'échanger éventuellement même après la conférence. Donc hashtag ShareRH. Et puis il y a l'enregistrement vidéo qui sera en ligne si vous souhaitez revoir Michel cette présentation sur certains points qui vous sembleraient mériter d'être une deuxième donc visionnage ou pour des personnes absentes ce soir. Donc on le mettra en ligne donc je pense la semaine prochaine sur donc le blog de la chaire RH UCO sur LinkedIn. Voilà. Merci encore. On vous attend pour un cocktail dans le hall Jeannetot juste à côté. Hein.